Mais on a vraiment le résultat de cette création monétaire délirante et cet argent magique, on le voit en fait dans la manière dont nos gouvernements et parfois aussi les entreprises se comportent. Donc aujourd'hui, le but du jeu, c'est pas de parler du système fiduciaire parce que ce serait trop long. Le but aujourd'hui, c'est de vous montrer quelles sont les alternatives à l'euro aujourd'hui, légalement, sans devenir des rebelles absolus du web et être dans l'illégalité, et de vous informer peut-être sur des outils que vous ne connaissez pas forcément. Il y a toujours des gens qui connaissent un petit peu la crypto, mais en général, ce n'est pas le cas. Et le but à la fin, c'est de vous donner, si vous voulez franchir le pas, les moyens de le faire. C'est pour ça qu'à la fin, on aura Pierre en sortie de banque, qui est vraiment dans cette logique du concret, du pratique, si vous voulez vous lancer. Et sinon, il y a mes bouquins, il y a moi, et il y a les flyers si vous voulez juste vous renseigner et peut-être un jour y songer. En tout cas, je ne suis pas là pour vous faire la pub pour Bitcoin, hein, ce n'est pas le but du jeu, ou vous vendre quoi que ce soit, sauf mes bouquins. Mais l'échange, je suis là pour échanger avec vous et ce qui est génial dans ces conférences, c'est qu'il y a toujours des idées qui émergent et puis des sujets de conversation qui prennent le dessus. Moi, je ne sais pas tout. Comme c'est la 5e que je fais, l'avantage que vous avez, c'est que à chaque fois, j'ai réduit en fait la présentation parce que je vois ce qui intéresse un peu les gens et un peu moins. Voilà. Donc voilà, pour moi, c'est important de voir les gens physiquement. Je suis venu d'Allemagne en train pour vous voir. Demain, je file à Lyon. Donc j'ai 2 dates et dimanche je repars à Munich. Voilà. Donc moi je suis allemand maintenant, j'ai la nationalité, je parle couramment, j'aime l'Allemagne. Je travaille en contrôle gestion, donc dans les chiffres et l'Excel toute la journée. Les livres, je les ai écrits à côté. Et en ce moment je n'écris pas et j'ai aussi enseigné dans des universités. Mais l'échange comme on le fait aujourd'hui, c'est aussi assez enrichissant et donc d'où ma présence ici et mon bonheur d'être là. Donc voilà, comme j'ai dit aujourd'hui au programme, c'est de parler du système de l'euro numérique en fait. Il y a quelques slides sur l'euro numérique, après on va parler un petit peu du yuan numérique parce qu'ils ont pris de l'avance sur nous. Et puis donc comme j'ai dit, des solutions pratiques. Donc, vous êtes conscient, vous connaissez un petit peu ce concept des passes qu'on aime tant. Hein, le concept du pass, c'est de rendre quelque chose qui était auparavant naturel et comme acquis sous condition. Le pass monétaire, le pass sanitaire, le pass écologique, etc. On a le premier qui est peut-être le plus fondamental, le plus important et qui existe déjà d'ailleurs, c'est le pass identité, donc ce qu'on appelle l'identité numérique. Moi, je les ai appelés pass. Hein. Et donc, je pense qu'en tant que patriote, on doit réfléchir à des solutions de contournement de tous ces passes parce que, à force, ça pourrait nous vraiment nous priver de nos libertés ou nous faire payer. Donc aujourd'hui, vous connaissez, je pense que tout ça vous parle. Il y a déjà un standard européen d'identité numérique, EIDAS, qui se progresse lentement mais sûrement, sachant qu'il y a déjà des millions de personnes en France qui ont une identité numérique. Hein, je ne sais pas si vous le savez, via la Poste pour obtenir certaines subventions, pour faire des CPF, formations, pour s'identifier. On a besoin de créer une identité numérique, ou alors si on ne le fait pas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a l'euro numérique, le DSA qui est le pass liberté d'expression si on veut. Et donc aujourd'hui bien sûr on va parler de... alors tu marches plus toi? Non, il marche plus. Il n'y a plus de piles. Ouais. J'en ai d'autres des piles. Si. On va parler aujourd'hui du pass monétaire. Voilà. Donc en fait, pourquoi un euro numérique? Le job de la BCE, c'est de nous mettre à disposition la monnaie de manière sûre, de manière inclusive, c'est-à-dire que chacun peut y accéder, et aussi en collant à l'esprit du temps, à la technologie et aux besoins des utilisateurs. Donc je pense que ça aura échappé à personne qu'on est dans une numérisation qui va assez vite de tout. Et la monnaie depuis longtemps, je pense que chacun d'entre eux a une carte de crédit, même si certains veulent, comme moi, payent très volontiers en liquide, mais de temps en temps on a besoin d'une carte de crédit quand même. Donc la BCE est assez logiquement obligée de s'adapter à ça, c'est normal. Et elle voit aussi qu'il y a ce qu'on appelle les cryptoactifs, qu'on peut appeler crypto-monnaies, qui se développent, comme vous le savez, depuis maintenant depuis 17 ans, si on considère Bitcoin.
Et puis il y a des pays qui lancent leur monnaie numérique des banques centrales. Il y a des petits pays qui essayent, le Nigeria, les Bahamas et d'autres petits pays, où le Salvador qui a adopté le Bitcoin. Et puis on a la Chine. Hein, la Chine a un yuan numérique. Je vais en parler parce que c'est assez important. Donc la monnaie, ce n'est pas seulement un outil d'échange. Hein. Donc la monnaie, hein, c'est une réserve de valeur, une unité de compte et un intermédiaire des échanges. Hein. Ça a toujours 3 fonctions fondamentales. Et parfois, on ajoute une 4e fonction qui est un outil de règlement des dettes, notamment des dettes fiscales. La monnaie, c'est aussi un outil de compétitivité économique. Si à chaque fois vous faisiez un transfert, ça vous coûtait 1 ou 2 euros, ce serait pas, ou alors si ça prenait 4 jours, ce serait un problème pour l'économie. Donc il faut que ça roule, il faut que ça aille vite. Et par certains aspects, on est dans des modèles qui sont un petit peu pas toujours très efficaces, parce qu'un virement SEPA, ça peut prendre 1 ou 2 jours ouvrés, encore aujourd'hui. Ce qui est, quand on compare aux crypto-monnaies, une aberration. Donc la BCE, on la paye aussi pour ça, pour qu'elle soit au goût du jour, entre guillemets, et qu'elle nous mette à disposition les outils les plus performants. Elle met aussi en valeur la souveraineté, parce que quand vous payez, si vous utilisez le réseau carte bleue, on reste en France, mais dès qu'on passe à Visa, Apple Pay, Mastercard, etc., typiquement pour les paiements transfrontaliers, ou alors avec le portable, eh ben, on arrive chez les Américains. Et donc à chaque fois, ces petits frais, on ne les voit pas, mais le commerçant, lui, il les voit bien. Alors peut-être que certains d'entre vous sont commerçants. Donc, quelque part, c'est logique que la BCE veuille mettre en place une monnaie numérique, sachant que la différence entre électronique et numérique, c'est que quelque chose de numérique, c'est quelque chose qu'on peut programmer. La monnaie, quand elle est mise aujourd'hui, elle est émise déjà par les banques commerciales en général, indirectement. Quand on fait des crédits, elle n'est pas émise avec des billets et des pièces, évidemment. Elle est émise de manière électronique, mais c'est juste des lignes de compte dans les systèmes informatiques. Numérique, ça sous-entend qu'on peut la programmer. Et c'est là que ça devient inquiétant. Donc, la France est un bon exemple du fait que l'argent liquide est de moins en moins utilisé. Hein, et donc, c'est aussi une raison qu'invoque la BCE, a raison, pour dire que il faut passer au numérique. Et puis la souveraineté, c'est-à-dire de faire en sorte que Visa et Mastercard se goinfrent moins qu'aujourd'hui. Alors, ce qui est un point que j'ai tenu à laisser, en fait, et qu'on oublie un petit peu, enfin, dont on ne parle pas parce qu'il ne saute pas aux yeux, c'est que le fait de changer de monnaie, alors on va rester dans l'euro, hein, je pense que tout le monde le comprend, mais on pourrait en profiter pour redéfinir les missions de la monnaie, ou redéfinir la nature même de la monnaie, c'est-à-dire par exemple quelque chose comme est-ce que la plus petite dénomination de la monnaie, ça doit être le centime. Bon, j'entre dans les détails, mais si on veut avoir un jour un Internet des objets, il faudra descendre en dessous du centime. La BCE ne veut pas mettre en place, pour l'instant on n'entend pas changer la monnaie, et donc on va rester dans le même système. Hein. Donc elle aurait pu profiter de ce passage à l'euro numérique pour changer la nature de la monnaie. Et, bon, pour l'instant, elle ne va pas le faire, si ce n'est dans les directions qui ne nous plaisent pas, de contrôle et de surveillance. Mais elle est, sur le site, quand vous regardez, elle écrit bien qu'elle est ouverte à d'autres idées. C'est-à-dire que des gens qui pourront avoir des idées d'évolution de la monnaie, c'est-à-dire par exemple d'automatiser des remboursements, de réduire les frais. Vous avez acheté un billet d'avion, il y a un contrat directement dans la monnaie. Si l'avion est en retard, vous avez automatiquement 400 € qui reviennent, des choses comme ça. Ça, si on a de la chance, ça pourrait arriver. Ça pourrait faire partie des points positifs. Mais le point le plus important, positif, ce serait un abaissement des frais pour les commerçants. Et la BCE le promet aussi. Si vous regardez sur son site, on va voir ce qui se passe. En tout cas, ce qui se passe au niveau personnel, c'est que Christine Lagarde, ça fait un moment qu'elle est là, je crois 2019, je me demande si c'est pas plus ancien, et elle va pas tarder à partir, elle va absolument mettre en place ce projet avant de partir. Elle y tient. Donc elle pousse pour que l'euro numérique voit le jour, et en fait elle est freinée par les Allemands à cause du cash et de la vie privée, et les banques, et Donald Trump qui ne veut pas entendre parler de monnaie numérique de banque centrale. Et comme on est un vassal des États-Unis, c'est pour ça qu'ils ont repoussé à 2029, dans leur espoir que ce ne soit pas un Vance ou je ne sais quel autre républicain qui soit à nouveau élu en 2028. Donc en tout cas, officiellement, ils ont repoussé à 2029, mais ils y travaillent toujours ardemment. Donc,
On a des menaces qui pèsent sur les individus parce qu'à partir du moment où vous pouvez programmer quelque chose, qui plus est, de manière opaque, et qui plus est, si vous le reliez à d'autres choses, vous reliez, que la monnaie soit liée à une identité, on peut comprendre. Il faut savoir à qui est la monnaie. Mais après, est-ce que la monnaie soit liée à votre consommation, votre empreinte carbone, votre dossier médical, on ne sait jamais. C'est évidemment ces choses qu'on ne veut pas entendre. Et quand vous êtes sur YouTube, que vous regardez certaines vidéos de Modé Radar ou d'autres, ou même de Florian, il parle de ces choses qui pourraient arriver. Pour l'instant, c'est spéculation. Et la BCE, en fait, c'est une tellement grosse machine, de toute façon, que même mettre en place, même s'il le voulait, toutes ces choses-là, ça prendra du temps. Parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Est-ce que vous savez juste combien de pays dans la zone euro déjà, aujourd'hui? Combien de pays utilisent l'euro officiellement? 15, c'est trop peu. Non, 27, c'est l'Union européenne, mais il y en a, ils ne sont pas tous dans la... Vous savez pas? Qu'est-ce qui a dit 22? Vous n'êtes pas très loin. C'est 21. Ouais. Et donc, c'est juste pour votre culture générale, mais il y a 21 pays qui utilisent l'euro de manière officielle. Il y en a 2 petits qui utilisent l'euro de manière pas officielle, qui sont le Monténégro et le Kosovo. Et puis après, on peut compter l'Andorre si on veut, et puis Monaco et San Marin. Et puis le Liechtenstein. Ils préfèrent le franc suisse, mais ils utilisent aussi l'euro. Donc voilà, donc ça vous donne un peu une idée. Et le dernier pays à être entré dans la zone euro, c'est lequel? Voilà, ça vous le savez. Et ils étaient heureux. Hein, et ils ont été dans la rue pour aller dire à quel point ils étaient heureux d'entrer dans le monde de l'inflation et puis de la vie chère avec l'euro et de la destruction de l'industrie. Donc, il y a vraiment des menaces qui pèsent sur les individus. La surveillance, évidemment, puisque vous allez avoir un système centralisé qui va potentiellement, même s'ils prétendent toujours le contraire, savoir ce que vous dépensez. Et quand on sait ce que vous dépensez, on sait beaucoup de choses sur vous. Parce que les gens, même quand ils sont riches, ils n'achètent pas comme ça tout d'un coup un truc à 30 balles sans réfléchir. Il y a une raison derrière. Qui plus est, si c'est des choses un peu plus, comment dire, comme une adhésion à un parti politique, ou acheter un livre interdit, un livre sur l'Union européenne d'Éric Branca ou de M. Isambert, ou de Florian. Ça, pour moi, c'est le point... Bon, ils n'en parlent pas, donc c'est des rumeurs. Hein. Ça, pour moi, c'est le point vraiment qui serait la fin de l'argent, quoi. Si l'argent devient périssable, alors là, c'est la négation de l'argent. Parce que c'est plus de l'argent, c'est un bon d'achat. Valable jusqu'au 31 décembre 2028. Enfin, s'ils vont là-dedans, c'est vraiment que... Déjà qu'aujourd'hui, on s'assoit sur ce que doit être l'argent, mais là, c'est plus de l'argent. C'est une permission de la BCE de consommer bien et vite surtout. Mais il faut en parler, il faut s'informer, il faut écouter, voir ce qui se passe, s'ils vont dans cette direction, mais pour l'instant, ils n'en parlent pas, donc bon. Mais voilà, le danger, il est là, en fait. Est-ce que ça va exclure des individus qui ne sont pas à l'aise avec les technologies, des individus qui ont une empreinte CO2 trop élevée, des individus qui sont allés dans les mauvais pays, qui soutiennent les mauvais partis. Bon. Tout ça, c'est des rumeurs, on ne sait pas. Hein, mais on est là pour en parler, et on est là pour s'informer et rester vigilant. Bon, en tout cas, c'est une boîte de Pandore. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils veulent le faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure avec Christine Lagarde, donc ça avance. Et ils ont un peu plus de temps pour le faire, ce qui est bien, mais ils veulent le faire. Et les gens, ils aiment bien utiliser ça. Bah, on voit des gens qui mettent leur téléphone là pour payer. Oui, tout à fait. Ils sortent même plus leur carte bleue. C'est très cool d'ailleurs. Payer sa baguette avec un téléphone et enrichir, donner à chaque fois 3 centimes à Apple ou Google, c'est cool, les non? gens sont ravis, ils adhèrent. Mais oui, mais c'est notre job d'informer. Attends, vous avez une question? Moi, j'ai juste une question avant. Est-ce que vous êtes satisfait des moyens de paiement dont vous avez à disposition aujourd'hui? On est satisfait. Depuis que je me suis mise à payer en liquide, c'est hyper galère en fait. Ouais. Parce que je suis limitée, alors qu'avec la carte bleue, je pouvais dépenser comme je voulais. Et là maintenant, je peux pas retirer au guichet, il a fallu que je fasse tout un pataquès avec la banque pour pouvoir libérer tout. Alors je suis peut-être très dépensée. T'as mis par semaine, non? Ah non, j'ai 300 € par semaine. Il y a des Il a fallu Ouais. En France, je crois que c'est 1000 € la limite du cash. Hein. 100 €, donc il a fallu que je leur demande plus et régulièrement la banque. Sur les quoi? Sur la carte gold. Non, mais je veux dire, payer en liquide, c'est trop... Ouais, pardon. C'est une autre discussion. Vous avez... Ça, je vois bien, on m'oblige
à dépenser avec carte bleue. Et encore, je ne sais pas où vous vivez, mais si vous vivez à Bordeaux, il y a des distributeurs un peu partout. Mais il paraît qu'il y a moins de distributeurs. Mais non, je peux pas prendre où je veux, c'est-à-dire que passer les 300 premiers euros, il faut que j'aille à mon agence et c'est eux qui peuvent me donner. Ah, d'accord. Et ils vous demandent. Alors c'est pourquoi, madame? Après, maintenant, il y a des commerces où ils imposent, ce qui est pas légal quand tu restes, mais qui imposent paiement par carte. Oui, mais il faut les boycotter. Ah, moi, je les boycotte. Ouais, c'est bien. Et ça a été le Covid où on nous a dit oui, mais les pièces de monnaie, c'est ça. Donc, ils se sont Ouais. servi de ce truc-là pour rentrer dans la faille Hein, et ils sont pas revenus en arrière du coup. ouais. Et, Mais c'est toujours pareil, tant que les gens... les gens sont passés procéduriers pour faire Ouais, c'est ça. pour, c'est ça. Et les chèques, c'est pareil, hein, il y a de moins en moins de commerçants qui font les chèques. Ouais, mais, ça, ouais, les chèques, je pense Moi, que... j'utilise les chèques de temps en temps. Ouais. En grande surface, quand tu fais tes courses, ils acceptent. Ouais. C'est ce que j'avais entendu dire Ah non, non, ils acceptent. qu'à la fin de cette année, ce serait. Il faut hein, parce que sinon il n'y aura plus de chéquier, donc c'est pareil. Ouais. Attends, monsieur, excusez-moi, vous avez une question? C'est quoi ça? Dans les menaces d'assurance, depuis des années, j'entends dire qu'il y a des lanceurs d'alerte, des gens qui posent problème, on leur bloque leur compte. Ah bah ça c'est connu. Il y a eu TVL, il y a monsieur Touati. Il y a, les banques sont très... Moi j'ai un ami qui travaille à la Société Générale et les banques, elles sont un peu lâches on va dire. Et les banques gagnent beaucoup d'argent à financer la dette de la France. Donc elles sont très obéissantes. Et même elles prennent les devants. On leur demande même pas parfois. Qu'ils s'attaquent à... C'est bas, hein. S'attaquer à Marc Touati ou à TVL, ils s'en sont remis. TVL, moi, dès qu'ils m'ont envoyé le fait qu'ils avaient un nouveau compte, tout de suite, j'ai changé mes coordonnées pour qu'ils continuent à me débiter, parce que moi, je leur envoie un peu de sous-sous tous les mois. Parce que je suis juste étonné qu'ils n'aient pas encore attaqué Toxin. Mais parce que Toxin, ça prend de l'ampleur quand même. Hein. Et, Comment ils font en fait quand ils bloquent les comptes l'argent est pas perdu quand même. non, l'argent n'est pas perdu parce qu'ils te donnent toujours quelques semaines pour changer de banque. Et la Banque de France, si on n'a pas de banque... Enfin, la Banque de France est obligée de trouver une banque qui accepte de vous ouvrir un compte. C'est juste une procédure, en fait, et ça peut faire perdre du temps. Et voilà, c'est juste pour les emmerder. Mais même les patriotes ont un souci. Hein. Alors, c'était pas sur la banque, c'était sur le prestataire de paiement. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 6 mois ou 1 an. Ouais. Et donc, ça a coûté de l'argent à la... Comment ? Le terminal de paiement, quand ils sont... Bon, moi, vous avez peut-être participé à des manifestations, on peut acheter des choses. Ou à Arras. Et ils ont un problème avec leur prestataire de paiement. Ouais. Il y a Xavier Moreau et Jacques Vaule qui ont été... Ah bah eux, c'est un cran au-dessus. Mais ce qui est impressionnant avec eux, c'est que tout de suite, alors Xavier Moreau, il s'en foutait, il était en Russie, enfin, il s'en foutait. Mais Jacques Beau, il était à Bruxelles, au centre de l'Empire. Il est toujours. Ouais. Et tout d'un coup, Carrefour Belgique ne veut plus le livrer. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la rapidité avec laquelle quelque chose qui n'est même pas légal, qui n'est pas passé dans je ne sais quel décret ou directive, tout d'un coup, tout le monde a obéi. Et ça, je trouve ça grave, parce que c'est... Et après, ils vont se plaindre que Xavier Breton, comment il s'appelle ? Thierry Breton, puisse plus aller aux États-Unis. Ah bah, le pauvre, alors. Ils oublient qu'ils viennent de faire quelque chose de pire à 2 autres personnes, sans justification d'ailleurs. Ils vont pouvoir se battre contre ça, non? Ils le font, les deux le font. Parce que c'est illégal. Non, mais les deux le font. Mais ils vont gagner au final. Mais est-ce que... Ouais, voilà. C'est comme la police. La police fait plein de choses illégales, les préfets, etc. Mais déjà, c'est pas leur argent. Et puis, c'est 6 mois plus tard que le jugement est rendu au mieux. Donc, ils s'en foutent. Barreau, il va rien lui arriver. Hein. De toute façon, plus ils échouent, plus ils sont promus. Donc, voilà. Bah, ça a été le RN, ouais. Bon, je vais avancer parce que Big Brother is watching you. Je vous présente en exclusivité 2 des prochains billets en euros. Le premier, là. Le deuxième, là. J'espère que ça vous plaît. Les nouveaux designs de l'euro. Il y a des petits malins qui sont bien amusés en ligne. Et donc, j'en ai pris 2. J'en ai trouvé plein. Alors, qui est-ce qui sait quand est-ce que l'UN numérique a été lancé ? 2018, j'entends. Pas loin. Ah, encore plus près. Ouais, bah oui, va. Alors, ils y travaillent depuis 2014. Il a été lancé en 2020, au tout début de la pandémie, coïncidence. Et en fait, la Chine fait ça de manière très progressive, ville par ville. Ils prennent des groupes de personnes, des fonctionnaires par exemple, qui payent en yuan. Ils autorisent plus de choses.
Et ils ont même distribué des yuan gratuitement, avec des projets, des loteries. Le but de la Chine, c'est de remplacer à terme l'argent liquide et que le yuan numérique ait les mêmes propriétés que l'argent liquide d'anonymité, bon, j'y crois pas, et puis qu'il soit aussi utilisable même hors ligne. Hein. Donc ça progresse bien, je vais vous donner quelques chiffres. Et ils ont beaucoup d'avantages, c'est que déjà c'est centralisé la Chine, hein, comme vous le savez, le parti communiste, et puis la Banque centrale de Chine. Ils ont une population qui est moins regardante que nous sur la vie privée, la protection de la vie privée, c'est comme ça. Hein. C'est un pays très sûr, la Chine. Et ils ont les grands sites d'e-commerce qui ne sont pas américains, vous savez. Ils ont un pendant pour tous les services américains en Chine qui coopèrent avec le gouvernement pour déverser le e-yuan dans l'économie et dans les mœurs des Chinois. Donc c'est de toute façon un pays qui a toujours été assez en avance dans les paiements, même s'il y a encore beaucoup de liquide en Chine. Et ils ont commencé à introduire le yuan numérique pour payer ses impôts et pour que l'État paye ses fonctionnaires. Ils font ça toujours ville par ville, mais ça commence à prendre de l'ampleur. Je vous ai donné, il y a Hong Kong qui fait la même chose chez eux. Parce que c'est un pays paradoxal, enfin particulier la Chine, parce que c'est un pays qui a deux monnaies. Ils ont testé le yuan périssable. Ah bon? Ouais. Alors je me suis renseigné, j'ai pas trouvé, parce que ça m'intéresse. Je l'ai entendu il y a 3 semaines ou 4 semaines, je ne sais plus. Ils ont testé à la fin de l'été, un truc comme ça. Ouais. Je ne sais pas où, je ne sais pas combien de temps, ouais. ils l'ont testé. De toute façon, pour rendre la monnaie périssable, hein, c'est 3 lignes de code. Hein. Donc techniquement, c'est pas un problème. Hein. Mais qui le testent, ouais. Bah, là, si la Chine passe là, parce que si on suit la Chine, on va avoir la même chose. Et là, les autres monnaies vont devenir d'autant plus importantes du coup. Ou les métaux précieux. Voilà, donc c'est utilisé. Alors j'ai eu des chiffres que j'ai trouvés de 2023 dans 26 villes. Les banques, elles n'ont pas trop le choix, il faut qu'elles s'y mettent. Donc ça commence à faire beaucoup d'argent, hein, 250 milliards de dollars, transactions, plein de yuan en circulation. Donc ça représentait déjà à l'époque 0,2% du cash en circulation. Et donc il y avait 120 millions de portefeuilles numériques qui avaient été créés. Bon, c'était en 2023, donc ça a dû évoluer. Et donc on avait atteint déjà le milliard de transactions effectuées. Monsieur ? Est-ce que la dédollarisation en cours va accélérer ce mouvement ? Je ne sais pas parce que pour l'instant, la Chine n'a pas de visée internationale avec son yuan. Le yuan, en fait, le système financier chinois, on n'entend pas souvent parler. Au travers des BRICS ? Oui, même au travers des BRICS. Je vois mal les BRICS avoir une monnaie commune parce que la Chine est archi dominante dans les BRICS. Enfin, archi. Économiquement, la Chine est dominante dans les BRICS, mais je vois mal les autres pays adopter la monnaie chinoise ou une monnaie émise par la Chine. Donc, pour l'instant... La volonté, de toute façon, au sein des BRICS, d'uniformiser une monnaie d'échange au sein de ce pays. Comment ? Ouais. Il y a... tout ce qu'on sait, c'est que la Chine accumule de l'or. Et pour beaucoup d'or, ça fait monter les cours. Et ça pourrait être... bonsoir, madame. Ça pourrait être le support d'une autre monnaie. Parce que... Enfin, soit du yuan, soit d'un panier de monnaie qui serait... et en fait... Tout est bon économiste sait que le système fiduciaire c'est une fuite en avant, quoi. Donc, si on peut avoir une monnaie qui repose sur quelque chose de tangible comme l'or, en fait, revenir au 19e siècle, hein, d'une certaine manière, on aurait quelque chose de solide, mais ça détruirait, entre guillemets, l'Occident. Donc, ils sont très prudents, ils ne sont pas débiles. Faut voir. Je ne sais pas. Monsieur ? Les échanges entre banques, les clearing, etc., c'est toujours informatique. Donc, quelle est la différence entre un échange avec des yuan numériques et des monnaies ordinaires que de toute façon sont échangées par des ordinateurs? Parce que le yuan numérique, c'est le serveur où ça va circuler. Le yuan numérique va être très centralisé et ça va circuler sur les serveurs de la Banque de Chine, alors qu'aujourd'hui, les banques s'échangent de l'argent tel entre le serveur. Et potentiellement, une monnaie numérique, c'est une monnaie qui peut être programmée. Donc, donc c'est des histoires de périssables. Donc il y a ces deux facteurs. En fait, c'est une centralisation. C'est un peu comme si on s'imaginait que des acteurs privés ont vraiment développé l'argent électronique, Visa, Mastercard, etc., et ont potentiellement des données sur nous.
que les juges peuvent demander de temps en temps quand ils ont besoin de savoir voilà, les transactions qu'une telle ou telle personne a faites. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que la Banque de Chine ou la BCE veulent s'approprier cette surveillance à elles. Et on est censé leur faire confiance. Et c'est ça le truc. Donc ce sera systématique en fait, théoriquement. Parce que systématiquement, ils pourraient avoir accès, mais ils disent le contraire. Ils disent que non, on va protéger votre vie privée, donc à voir. Pour répondre à ce que Bruno vient de dire, c'est le système SWIFT autour de la BCE. Non, c'est pas. SWIFT, c'est américain. SWIFT, c'est quand on reste dans l'UE. Ouais, SWIFT, c'est les trucs, c'est international, mais SWIFT, ça permet c'est un système qui permet de. Par exemple, moi, je suis dans l'UE. Par SWIFT, je peux faire une transaction vers la Chine. Oui. Alors, SWIFT, à ma connaissance, je crois que même ça a été impulsé par les Américains, mais je crois que le siège est à Bruxelles ou un truc comme ça. Comme tous les méchants, ils sont soit en Suisse, soit en Belgique. Quand on sort de l'UE, on passe vers SWIFT. Ouais. C'est ce qui se passe dans SWIFT. Oui. Enfin, Swift a un concurrent aujourd'hui qui a été justement. Par les Russes, non? Ou les Chinois? Oui, voilà. Ouais. Je ne sais pas comment il s'appelle. Vous savez comment il s'appelle? Non, il n'y a pas toute l'info. Russe. Comment il s'appelle? Mir, la paix. Mir, comme leur station? Comment? Comme la station Mir. Ça veut dire la paix en russe. Ah, d'accord. Bah, en fait, ça les arrange qu'on les bannisse de tout parce qu'ils ont dû développer leur truc. Ils ont un peu recours aux crypto-monnaies, mais ils préfèrent développer leur propre truc. Et puis avec la Chine, ils ont tellement d'échanges qu'ils sont vraiment en train de se développer grâce à nous indirectement. Bon, j'avance un petit peu. Je ne veux pas m'étaler sur le yuan numérique parce qu'on va passer aux alternatives. En tout cas, officiellement, il y a 3 buts au yuan numérique qui sont donc le dollar, l'essor et puis le but qu'on aime le plus qui est le contrôle de la population. Mais Christine Lagarde a dit ouvertement qu'elle s'en inspirait. Donc, quelque part, je trahis rien en disant ça. La Chine a avancé et donc ça peut nous inspirer, nous. Ce qu'on sait, par contre, c'est que Donald Trump ne veut pas entendre parler de ces histoires. Mais c'est plus nuancé que ça parce que le dollar numérique n'existe pas. Mais bon, on va voir un petit peu ce qui. Voilà, il y a les stablecoins quand même. Pour des bonnes raisons, je ne veux pas entendre parler. Oui, parce que qu'est-ce qu'il y a? C'est ouf. Ah, c'est ouf. Pour des bonnes raisons, je pense pas en fait, parce que quand on voit ce qu'il fait autour de la crypto-monnaie et des stablecoins, je pense que ce qu'il fait est réfléchi, c'est logique pour lui, mais c'est pas. De toute façon, les États-Unis sont dans une telle fuite en avant que je vois pas comment ça peut s'améliorer parce qu'ils ont une telle dette qu'il faut qu'ils poussent toujours plus. Vous avez vu que Donald Trump a parlé, alors c'est toujours des annonces fracassantes avec lui, mais d'augmenter de 50% le budget de la dépense, ce qu'ils appellent la défense. Maintenant, ils appellent ça de la guerre, je crois, l'année prochaine. Bon, c'est annoncé. Hein. Voilà, donc bon, je passe sur le yuan numérique, comme j'ai dit. Je vous ai mis des liens. Je voulais juste vous dire que la Chine s'est aussi mise à imprimer beaucoup de monnaie, et ça explique aussi la hausse des cours de l'argent et de l'or. Parce qu'avec l'argent magique, ils achètent beaucoup de matières premières. Voilà. Donc les alternatives. La première alternative qu'on aime tous, on en a parlé, hein, c'est l'argent liquide. Il n'y a pas plus anonyme, il n'y a pas plus inclusif. Inclusif, c'est-à-dire que tout le monde peut y avoir accès sans connaissance ou matériel particulier. Et donc, je vous encourage à l'utiliser, mais je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Monsieur, Georges? Oui, simplement, on ne va pas supprimer l'argent liquide parce qu'il y a tout un tas de trucs, toute une économie, notamment les narcotrafics, qui n'acceptera pas d'un paiement en euros numériques. Non, mais moi, s'il y a bien un truc que je crains pas, c'est je ne pense pas qu'ils vont supprimer l'argent numérique. Alors ça, l'argent liquide. Ça, alors là, ça, j'y crois pas. Mais en tout cas, à nous l'utiliser et à nous casser la tête pour utiliser l'argent. Mais une des raisons pour laquelle j'aime l'Allemagne, c'est que l'argent liquide en Allemagne, ils aiment ça. Hein. Ouais. Moi, quand je retire 100 euros, parfois, j'ai un seul billet. Hein. Voilà. Et c'est pas un problème. Si je m'achetais un petit sandwich ou quoi, il n'y a pas de problème. Et il y a des commerces qui n'acceptent pas les cartes. Il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal, ouais. Il y en a pas mal. Berlin, il y a les deux. Berlin, il y a ceux qui prennent que la carte, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a ceux les rebelles, c'est pas idéologique, c'est juste qu'ils ne veulent pas payer les frais, c'est tout. Et du coup, il y a pas mal de commerces qui prennent que le cash en Allemagne. Et moi, j'aime ça. Et en Asie, on nous facture les frais
plus 3%, Mais il y a plus beaucoup- de il y a- plus 5%, mais il y a plus beaucoup- de il y a- plus 5%, le commerçant nous facture. Ouais, mais même Ça si paye tu en vas carte. en Hongrie, par exemple, en Slovénie, vous pouvez en payer en carte, ok, mais c'est 2% de plus. Bah ouais, Ouais. c'est le normal. Voilà. Donc, chez nous, c'est invisible, mais dans beaucoup de pays, bah, c'est visible, hein. Voilà, c'est nous qui payons. Tu veux payer en carte, ok, pas de problème. Bon, le Bitcoin, je ne veux pas vous expliquer tout le Bitcoin. Vous avez vu qu'il a plutôt monté, mais il est dans une phase un petit peu bizarre en ce moment, toujours entre 90 et 95, pardon, 1000 dollars. Bon, ça, c'est depuis 2017, j'ai pas mis depuis le tout début. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de particulier au Bitcoin? D'ailleurs, c'est la slide suivante. Bon, voilà, le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie en valeur, en capitalisation boursière. Ça a été la première aussi crypto-monnaie qui a été lancée. C'est quelle année qu'a été lancé le Bitcoin d'une manière vraiment, enfin le système Bitcoin? 2009. Bravo! Voilà. C'est 2009. C'était il y a exactement 17 ans, c'était en janvier. Voilà. Donc le Bitcoin a été lancé, au début c'était confidentiel, et voilà, maintenant tout le monde en parle. Si on prend les 100 premières crypto-monnaies, le Bitcoin représente 2/3 de la capitalisation. C'est juste pour vous donner des ordres de grandeur, c'est pas important pour la présentation. Si on prend toutes les crypto-monnaies, le Bitcoin c'est à peu près 58% de la capitalisation. Et pourquoi le Bitcoin a autant de valeur? La première raison, enfin il y a plein de raisons, mais il y a une raison très importante, c'est que c'est une monnaie qui n'est pas manipulable. Alors, quand vous ne connaissez pas le Bitcoin, peut-être que ça vous étonne ce que je dis. On peut manipuler le cours du Bitcoin, bien sûr, hein, parce qu'il n'y a pas de délit d'initié, il n'y a pas beaucoup de réglementation. Voilà. Mais il n'y a pas d'usine derrière, il n'y a pas de personnel, il n'y a rien. Enfin, c'est un système qui crache tous les 10 minutes le même nombre de Bitcoin, c'est tout. Si le Bitcoin voilà, est aussi demandé, c'est que c'est pour moi un petit peu ce que devrait être la monnaie. C'est-à-dire on a un système avec un outil qui est très fiable, qui est une très bonne réserve de valeur, on l'a vu, on le voit avec le cours, qui a une très bonne unité de compte parce que le Bitcoin, on peut le diviser jusqu'à 10-8, et qui est extrêmement fiable. C'est-à-dire le système fonctionne et on sait par avance le nombre d'unités qui vont être émises. C'est ce qu'on n'a pas dans le système fiduciaire. Hein, un mois, la BCE imprime 80 milliards, le mois suivant, 120 milliards. Pour financer les États, pour financer la guerre, toutes les choses qu'on aime. Donc, le Bitcoin, on sait. On sait, toutes les 10 minutes. En ce moment, il y a combien de bitcoins qui sont émis toutes les 10 minutes, les connaisseurs? Non? Bon, bah plus. 3,125 toutes les 10 minutes. Qu'il y avait un maximum. Ouais, il y a un maximum de. Le maximum de bitcoin, c'est 21 millions. Et en ce moment, on en a. Bonsoir. En ce moment, on a une vingtaine de millions de bitcoins qui sont en circulation. Donc vous voyez qu'il y a déjà. Il ne reste plus qu'1 million de bitcoins à émettre. Et on a vu, d'après tout est public dans Bitcoin, donc on a les infos, que à peu près 70% des bitcoins ne bougent pas. Donc sur ces 20 millions, il n'y en a que 6 millions qui bougent souvent. Okay, donc ça fait en fait une petite part des bitcoins qui bougent, et c'est aussi une raison pour laquelle le cours est élevé, parce que c'est demandé tout simplement. Donc le Bitcoin a autant de valeur parce qu'il est résistant à la manipulation. C'est ça que le marché achète. Il n'y a personne qui va pouvoir émettre plus de 3,125 Bitcoins toutes les 10 minutes. C'est comme ça. Et c'est limité à 21 millions parce que le système est fait pour que ça ne puisse pas aller au-dessus de 21 millions. Voilà. C'est juste pour votre culture, mais ça explique pourquoi il est demandé, parce qu'il est fiable et il est prévisible. Au-delà de 20 millions, 21 millions, ce serait, si on devait aller 21 millions plus 1, le plus 1 coûterait tellement cher en énergie que ça ne vaudrait pas le coup, quoi. Ouais, mais c'est le système qui est programmé en fait, pour ne pas en émettre plus, c'est tout. C'est le fondement même qui fait c'est la rareté, le fait qu'on ne peut Voilà. pas aller au-delà de 20 millions qui fait que, Ouais. que ça coûte, ça vaut ce prix-là. Ouais. La demande est énorme et l'offre est limitée. Le Bitcoin répond à ce que les monnaies fiduciaires ne font pas. Et donc, du coup, il est demandé. Comme l'or. Après, on peut critiquer le Bitcoin, il y a plein de raisons de le faire, mais voilà. C'est 100% décentralisé, il n'y a personne, il n'y a pas d'entreprise Bitcoin, il n'y a même pas de fondation, il n'y a personne. C'est un système informatique. C'est prévisible, et puis c'était le premier aussi, donc ça aide, ça a été le premier, c'est fiable, ça fonctionne sans problème depuis 17 ans.
Et donc, ça nous donne une courbe comme ça. La courbe bleue, c'est le nombre de bitcoins en circulation. Et la courbe orange, c'est l'inflation monétaire du bitcoin. Plus le temps passe, plus l'inflation monétaire du bitcoin est faible, puisqu'on en a mis de moins en moins avec un stock de plus en plus grand. Donc on a une inflation monétaire du bitcoin qui est en dessous des 1%, ce qui est tout à fait raisonnable pour une inflation monétaire. Quand sur l'euro, on est facilement à 5% par an, et ce qui est beaucoup parce que notre population ne croît pas 5% par an, et notre économie encore moins. Par contre, le Bitcoin n'est pas basé sur. Le bitcoin est basé sur un programme informatique. Il n'y a pas d'étalon. C'est juste Non, non. sur la confiance. Le bitcoin est basé sur un programme informatique et sur un réseau. Ouais, la blockchain, ouais. Il fait sa valeur par rapport à une monnaie d'État qui en échange, il y a un État en face. Ouais, ouais. Et là, c'est que la confiance. C'est que la confiance dans un système. Vous achetez un système, et comme il y a beaucoup de gens qui achètent le système, il a de la valeur. Si le système venait à défaillir demain, le bitcoin vaudrait 0 en 3 secondes. Mais ça n'a pas été le cas, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est un système qui est très distribué, donc même si vous désactivez Bitcoin, toute la Russie et la Chine, vous aurez toujours 192 pays qui l'utiliseront, donc c'est extrêmement résilient. Après, on achète ou on n'achète pas, hein. C'est vraiment chacun son truc, mais on peut comparer le Bitcoin et l'or numérique parce qu'il est décentralisé, parce qu'il est de plus en plus difficile à produire, et parce que chacun peut y participer, et que le Bitcoin est le fruit d'un travail. Le Bitcoin et l'or, c'est l'inverse du système monétaire actuel. Le système monétaire fiduciaire, c'est une émission de dette. Le Bitcoin, c'est le résultat d'un travail. Comme l'or. L'or et le Bitcoin, c'est le résultat d'énergie de travail fournie pour obtenir quelque chose, alors que les euros, etc., c'est des dettes vis-à-vis des banques centrales et donc des États. Un travail, c'est-à-dire le travail qui a été fait pour la blockchain Ouais, ouais. Alors quand j'y travaille, c'est pas nous qui travaillons, hein, c'est les ordinateurs, mais quand j'y travaille, il faut penser énergie et temps et investissement. Parce que on peut assez facilement quantifier l'énergie qu'il faut et le coût qu'il faut pour obtenir un bitcoin. C'est autour des 50-60 000 $ en énergie et en matériel informatique. Parce que c'est hyper, les blockchains, c'est très très consommateur Pas toutes. Pas toutes. La blockchain Bitcoin, parce que le Bitcoin travaille sur un système qui s'appelle la preuve de travail et qui demande aux utilisateurs de fournir beaucoup d'énergie pour pouvoir participer au système. Et en fait, plus je fournis d'énergie, plus j'ai des chances d'obtenir une récompense du système. Mais c'est une minorité des systèmes, des crypto-monnaies qui fonctionnent suivant ce système. Il faut faire attention à faire la distinction entre la Bitcoin et les autres crypto-monnaies parce qu'elles fonctionnent, plus de 80% des crypto-monnaies ne fonctionnent pas avec ce système. Ce système a un avantage important, c'est qu'il est extrêmement fiable et décentralisé. Mais il est consommateur d'énergie. Alors qu'il y a l'autre système qui est extrêmement répandu, c'est ce qu'on appelle la preuve d'enjeu, c'est-à-dire plus j'ai de la monnaie, plus j'ai de chances d'avoir une récompense. Mais ça, c'est statique. Avoir de la monnaie, ça ne consomme pas d'énergie. Fournir un travail dans le système, ça consomme de l'énergie, ça fait que le Bitcoin consomme beaucoup d'énergie. Et même, enfin, je veux dire, même d'un point de vue serveur, je veux dire, purement, pas écologique, mais si quelque part, ça consomme, faire tourner les blockchains, ça consomme à mort, quoi. Mais faire tourner une blockchain, ça ne consomme pas spécialement, puis il faut comparer à l'argent, l'euro, etc. Ça tombe pas du... Enfin, ils ont des serveurs aussi, hein. Ouais. Concrètement, comment ça se passe, par exemple? Vous avez envie d'acheter du Bitcoin, comment vous faites et quel est le travail conséquent que vous allez fournir pour... Le travail conséquent que vous allez fournir, c'est que vous allez sortir votre carte de crédit et vous allez payer. Voilà. C'est ça votre travail à vous. Parce que il y a trois participants dans une blockchain. Il y a ce qu'on appelle les nœuds qui vont diffuser des informations. En général, ils ne sont pas payés. Vous avez les utilisateurs qui acceptent de payer des frais pour profiter du système. Et vous avez ce qu'on appelle les mineurs qui, eux, vont participer au système avec leur matériel et qui vont en toucher des récompenses. Et comme toucher des récompenses au système Bitcoin est extrêmement difficile, les mineurs se mettent en ce qu'on appelle des pools, c'est-à-dire plein de mineurs qui se mettent ensemble, et dès qu'il y en a un qui touche une récompense, il la répartit sur tous les mineurs. Donc ça lisse les récompenses. Au lieu d'avoir une récompense tous les 5 ans, j'ai une toute petite récompense tous les 3 jours. C'est ça le concept. C'est une répartition des récompenses. Mais si vous voulez acheter du Bitcoin, vous allez sur Revolut ou sur un échange et vous dépensez de l'argent et vous avez un Bitcoin. Bon, un Bitcoin, c'est 90 000 $. Je ne sais pas si vous voulez en acheter un, mais vous pouvez acheter un centième ou un millième de Bitcoin si vous voulez. Et voilà. Des Satoshi si vous voulez. Et voilà.
Vous avez une question, monsieur? En ce moment contemporain où les résistants ont plutôt envie de sauver le cash, quel intérêt d'acheter des bitcoins? Bah, le cash, c'est quand même un peu limité. Enfin, même moi qui suis très cash, il y a un moment, je fais des paiements électroniques, j'ai pas trop le choix. Et le cash, en plus, bon, il peut dépérir, il peut être volé ou je sais pas quoi. Et puis, il fait pas de petit. Donc, moi, je suis très pour le cash, mais il y a un moment où on a besoin d'autre chose. Après, vous pouvez dire, moi, je veux pas entendre parler des monnaies électroniques ou numériques. Et puis, pour faire des petits, bah, j'achète des pièces d'argent ou d'or. Ça peut être valide. Hein. S'il y a un crack au niveau européen, et si l'euro, est-ce que c'est dans le bon investissement d'avoir des bitcoins à ce moment-là ou est-ce je voulais en parler à la fin, mais le bitcoin a tendance à augmenter à peu près à doubler tous les ans. Pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il est limité. Enfin, ce que vous avez souligné. Il est limité et il est extrêmement fiable. Et donc, c'est vraiment la contre-proposition par rapport aux monnaies fiduciaires. On peut même aller jusqu'à dire que inverser la courbe, c'est-à-dire quand vous voyez la courbe du cours de l'or qui monte, ou du cours de l'argent, ou du cours du bitcoin, c'est en fait pas l'argent ou l'or qui monte, c'est les monnaies fiduciaires qui baissent. Est-ce que vous savez quel était le cours, le taux d'échange entre l'or et le dollar quand le système Bretton Woods a été supprimé? Il fallait combien de dollars pour avoir une once d'or? Vous savez? Même pas, non. Il fallait 35 dollars. Donc les États-Unis ont fixé arbitrairement à 35 dollars entre 1944 et 1971 le cours d'échange entre dollars et l'or. Ils pouvaient se le permettre parce qu'ils avaient les 3/4 des réserves d'or à l'époque, parce qu'après on leur a filé plein d'or pendant la première et surtout la deuxième guerre mondiale pour payer nos conneries. Et donc les États-Unis étaient les rois du pétrole. Enfin, c'était vraiment une année extrêmement faste, une période extrêmement faste pour les États-Unis, grâce à notre autodestruction. Et là, on est en train de s'y remettre d'ailleurs. Donc, ils ont pu imposer ça, mais les États-Unis, comme nous, ils ont fait des bêtises. Et en fait, ils ont tellement dépensé d'argent pour financer la guerre au Vietnam, notamment, que les gens ont fini par comprendre que cet arrimage du dollar à l'or, c'était juste pas possible. Ils émettaient beaucoup trop de dollars par rapport à ce qu'ils avaient dans leur coffre. Et donc, c'est pour ça que le général de Gaulle était allé chercher son or en 1966, dilapidé par Sarkozy. Voilà, 600 tonnes. Bon, je crois qu'il a été en chercher plus quand même à l'époque. Et donc, les États-Unis, quand ils ont vu ça, ils ont laissé faire. Mais quand l'Allemagne a voulu faire ça l'année suivante, ils ont dit non, on arrête les conneries maintenant. Et donc les Allemands sont dépendants maintenant des Américains parce que leur or il est à Fort Knox. Et on ne sait pas s'il y a ce qu'ils disent. Hein. Musk et Trump ont voulu le vérifier, ils ne l'ont pas fait. Comme Epstein, comme d'autres choses. Monsieur? Oui, je disais, si ça vous intéresse, je peux vous le passer. Je suis tombé sur un article dans une revue ancienne, parce que je m'intéresse à l'histoire, devant l'histoire des sciences, et je suis tombé par hasard sur un article du premier semestre 1914 sur la question de l'or. Et c'est vraiment... Non mais s'intéresser... Si vous la voulez, je suis à disposition. Ça m'intéresse parce que s'intéresser vraiment à l'histoire monétaire, c'est passionnant parce qu'on voit à quel point la manière dont les gouvernements utilisent la monnaie a un impact sur la société. Et bon, je ne vous ai pas mis les slides pour gagner du temps, mais si vous regardez la période de l'étalon or, qui est en gros, pour faire simple, de 1815 à 1914, c'est là où il y avait vraiment le plus de pays, à commencer par les pays européens et les États-Unis, qui étaient sur l'étalon or. On a une période d'avancée technologique majeure dans tous les domaines. Ça paraît ancien le 19e siècle, mais quand on voit ce qui s'est passé dans les transports, la télécommunication, l'hygiène, c'est fantastique le 19e siècle. L'art et le calme en fait. Bon, il y a eu des guerres au 19e siècle, mais par rapport au 20e siècle, voilà. Et puis, il n'y a eu pas de crash monétaire au 19e siècle. Hein. C'était stable. Les gouvernements ne pouvaient pas faire les foufous. Jusqu'à 1914. Tous les pays européens et les Américains un peu après ont décroché l'étalon or pour pouvoir financer la guerre. Et on vit toujours les conséquences de ça. Parce que si vous donnez au gouvernement la capacité d'émettre de la monnaie à volonté, bah on a toujours les mêmes qui vont aller voir et qui vont leur dire « mais moi ça m'intéresse votre truc là ». Donc l'industrie de la guerre, la pharma, et puis 2-3 autres industries, notamment le secteur financier. Et on en est là, mais à une échelle importante. Hein. Bon, les stablecoins, je ne sais pas si ça vous parle.
C'est quoi? C'est quoi, monsieur? Je sais pas. Ouais. Les stablecoins, c'est des monnaies numériques stables. Donc, ils sont arrimés à une autre monnaie. Par exemple, le 99%, c'est au dollar. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui vaut toujours $1. Et ça peut paraître chiant comme la pluie et inutile, mais ça a beaucoup d'utilité. Et donc, on a des monnaies qui sont arrimées au dollar, à l'euro, à la livre sterling, ce que vous voulez, et même à l'or, qui répliquent. C'est comme un ETF, mais qui réplique le cours d'une monnaie. Alors, ce n'est pas utilisé pour investir sur l'or, ou l'or si, mais pour investir sur le dollar ou la livre sterling, ce n'est pas du tout le but du jeu. Donc, c'est des monnaies numériques qui sont non volatiles, qui valent à peu près 7% du marché, ça fluctue, et qui sont particulièrement encadrées par la réglementation, notamment parce qu'elles sont généralement assises sur un collatéral. Collatéral, ça veut dire, j'émets 1 million, pour émettre 1 million, je mets 1 million d'autres choses dans un coffre. Bon, un coffre numérique. Hein. Ce qui n'est pas le cas d'autres crypto-monnaies. Le Bitcoin n'a pas 100 milliards quelque part de dollars ou je ne sais pas quoi dans un coffre. Les monnaies, les stablecoins, c'est un avantage parce qu'elles sont assises sur quelque chose. À défaut d'être assises sur une banque centrale, elles sont assises sur des réserves et elles sont gérées par des entreprises privées et elles sont presque toutes arrimées au dollar. Et donc ça ressemble à ça en fait. La courbe d'un stablecoin, c'est chiant comme la pluie. Voilà. Et du coup, une monnaie qui est adossée au dollar, si le dollar s'effondre, il se passe quoi? La monnaie suit le cours du dollar. S'effondrer aussi? Ouais. Par exemple, le Tether qui vaut $1, il vaut 0,86 centimes d'euros parce que c'est le cours du dollar, de l'euro par rapport au dollar. Donc ça ne fait que suivre le cours de la monnaie. Donc quel est l'intérêt pour exemple Trump d'essayer de promouvoir ce système? Ah mais je vais vous le dire. D'accord. Voilà, donc si vous prenez les 12 premiers, il faut arriver au 12e pour avoir de l'euro, qui est émis par les sociétés américaines, hein, je précise. Et si vous prenez les deux premiers, qui sont Tether et Circle, là, vous avez déjà à eux deux 260 milliards de dollars de capitalisation, et les autres sont beaucoup plus petits, vous voyez. Donc c'est un marché qui est pas loin des 300, parce que ces slides, elles ont 2-3 semaines, milliards de dollars de capitalisation en exprimant en dollars. Si on creuse un peu plus loin, on trouve des stablecoins en livres sterling, en francs suisses, et puis il y en a plein en euros. Et vous voyez, donc ça réplique la valeur de l'euro en dollars. À l'époque, quand j'ai fait les slides, c'était 1,13, 1,14. Donc c'est un marché en forte croissance. À quoi ça sert les stablecoins? Ben oui. En fait, les stablecoins, à l'origine, ça servait en fait à se protéger des variations du marché des cryptos sans devoir en sortir. Imaginons que vous avez un bitcoin, vous pensez que le bitcoin va baisser. Vous pouvez revendre vos bitcoins en euros et vous aurez un mouvement sur votre compte, vous allez avoir un bitcoin, l'équivalent, une grosse somme qui va arriver sur votre compte et ça va laisser des traces et puis il y a des délais aussi. Dès que vous virez l'argent sur votre compte en banque, après vous le repassez sur un exchange, il y a des délais. Le gros avantage des stablecoins, c'est ce sont des crypto-monnaies. Donc en une fraction de seconde, vous passez du bitcoin au stablecoin. Si vous pensez que ça baisse le bitcoin, votre stablecoin, lui, il va rester toujours au même endroit. Le bitcoin va baisser et vous restez à vos 90 000 dollars et peut-être que le bitcoin va descendre à 86, j'en sais rien. Et là, vous vous dites, il va remonter. Et avec vos stablecoins, vous rachetez du bitcoin à 86, vous avez eu 90 et vous prenez les 4 000 dollars, c'est vraiment un exemple, de gain. Donc ça évite de sortir du marché, c'est tout bête. Hein. Et c'est intéressant aussi, du coup, pour rester entre guillemets discret, parce que ça vous évite de déclarer au fisc tous les mouvements qu'il peut y avoir sur un compte. Parce que dès que vous avez de l'argent qui arrive sur un compte en banque, le fisc vous demande, mais c'est quoi ça? Vous avez fait des bénéfices là-dessus, il faut les déclarer. Donc là, vous restez dans le marché des crypto-monnaies, donc le fisc n'en sait rien tant que vous ne les rapatriez pas in fine sur votre compte. Il semblait que les Revolut et tout ça avaient l'obligation de... Ouais. Alors il y a la nouvelle réglementation, comment elle s'appelle la nouvelle réglementation? DAC8, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc maintenant, effectivement, les exchanges, moi j'ai connu les exchanges il y a presque 10 ans, c'était la fête, on faisait un peu ce qu'on veut dessus, et puis jusqu'à ce qu'on vire de l'argent sur son compte, et encore. Mais là, ils sont obligés de déclarer tous nos mouvements. Alors il reste la finance décentralisée, si on veut faire ça de manière discrète. Je ne veux pas entrer dans ces détails, parce que ça irait trop loin. Ah, il y en a beaucoup, oui, il y en a plein.
Moi, quand j'achète des cryptos, je fais... ça dépend lesquels. Mais j'aime bien passer par les échanges décentralisés parce que là, on est invisible pour l'instant. Enfin, j'espère. Et après, on a accès à d'autres produits et des frais intéressants. Voilà. Mais c'est la fine fleur des crypto-monnaies, les échanges décentralisés. Donc, les stablecoins, quelque part, c'est l'avantage des monnaies numériques parce que c'est un outil numérique. Sans la surveillance, c'est la lenteur des gouvernements, mais bon, c'est plus très vrai ça, parce que bon, la lenteur des gouvernements, ça c'est sûr que on l'évite avec les stablecoins parce que c'est des sociétés privées qui sont très efficaces, mais maintenant c'est tellement réglementé que c'est quand même surveillé. Est-ce que c'est un outil de souveraineté monétaire? Vous comprendrez assez vite que non, parce qu'il y a une grosse réglementation, parce que c'est des acteurs qui sont presque toujours américains, parce que c'est le dollar. Donc, pardon, excusez-moi, puisque c'est indexé sur le dollar, ouais. Ça oblige les acheteurs, enfin ça amène des réserves de dollars. Ben voilà, on arrive au point qui est important. Enfin, je pense que On arrive au point important. donc pour la souveraineté du dollar, c'est bon. Oui, mais oui. En fait, quand vous avez des stablecoins, ils sont émis par des entités centralisées, mais théoriquement, elles peuvent tout arrêter en un clic. Hein. Elles sont contrôlées, etc. C'est le dollar US, hein. Donc je vous l'ai dit. Et donc, quand vous achetez un stablecoin, imaginons que vous mettez $1000 dans Tether, la preuve du stablecoin, c'est que votre montant va toujours rester le même. Mais celui qui a récolté vos $1000, lui, il n'est pas bête, il va les investir. Donc les 3% ou 4% qu'il va retirer, il le garde. Et vous, il vous donne 0. Et donc c'est ça le financement, Ah, je sais ce que c'est maintenant ce truc-là. C'est ça en fait le business model des stablecoins. Et c'est pour ça que... Merde. Ah, j'avais mis une vidéo, mais on va la passer. Ah bah non. Ouais, je vous montre un virement de stablecoin, tiens. Puisque vous avez été sage. Donc... Ça, j'ai un wallet avec $119 dessus. Je mets une adresse d'un autre portefeuille numérique et je lui dis de virer 100,3 $. Ouais. Bon, c'est un petit portefeuille que j'ai. C'était pour vous montrer en fait. Donc là, je lance le mouvement. Je vais sur le wallet qui va recevoir. Voilà. Et voilà, en 17 secondes, vous avez eu votre virement qui est fait. Okay. Donc, il y a eu des frais. Il y a eu 3 centimes de frais. 3 centimes? Ouais, centimes. Ouais. D'accord. 3 centimes indépendamment de la... Non, c'est pas du tout 3%. Ce serait 3%, ça ferait $3. C'est entre 0,1 et 0,01. D'accord. Il y a toujours des frais, mais ils sont tout petits. Et ça, c'est en passant par MetaMask? Ouais. Alors j'ai le fantôme. Le premier c'était fantôme, mais ça c'est MetaMask. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire de. Chaque fois c'est 3 centimes. Ah mais les frais sont tellement ridicules. Non, bah oui, les frais sont tellement ridicules que je regarde plus honnêtement. Il y en a toujours, mais ils sont tout petits. Quelle est la motivation des investisseurs s'ils n'ont jamais servi en intérieur? Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas sortir du marché, de ne pas avoir des mouvements sur leur compte, des va-et-vient, etc. C'est très pratique les stablecoins quand même. Être dans les cryptos et pas utiliser stablecoins, c'est possible si vous investissez à long terme, bien sûr. Vous décidez d'acheter du Bitcoin, vous le gardez sur un compte, vous ne les touchez pas pendant 5 ans. A priori, vous allez gagner de l'argent. En tout cas, jusqu'à présent, ça a été le cas. Et vous n'avez pas besoin de faire des allers-retours avec stablecoins parce que, bon, à chaque fois que vous faites un aller-retour, il y a des petits frais quand même. Hein. Et quand sur 90 000 $, ça commence à faire quelques dollars. C'est pas la mort, mais voilà. Et donc, mais si vous investissez vraiment dans les cryptos et que vous souhaitez un petit peu boursicoter, il faut utiliser stablecoins parce que dès que le marché baisse, vous allez acheter des stablecoins. Et en fait, vous voyez que la capitalisation boursière des stablecoins monte quand le marché baisse. C'est tout bête, parce que les gens se réfugient. C'est un radeau sur une mer déchaînée, c'est tout. C'est très pratique. Tout à l'heure, vous avez dit qu'ils sont tous affiliés à des réglementations, sauf Tether. Ouais. Tether, c'est le plus gros de loin, et c'est le premier. C'est un peu le rebelle de la bande en fait. Tether, alors, je sais même pas s'ils sont conformes. J'ai pas regardé.
la réglementation européenne. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne veulent pas se conformer à la réglementation... non, j'ai dit... pardon. La réglementation américaine, je ne sais pas. Mais la réglementation européenne, c'est sûr qu'ils ne veulent pas s'y affilier parce que ça les obligerait à acheter des bons du Trésor européens et ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas financer l'économie européenne. C'est ce que vous disiez, il faut avoir en balance. En gros, la réglementation européenne, et c'est quelque part légitime, dit si vous voulez faire du business avec vos stablecoins en Europe, il faut acheter nos bons du Trésor aussi et pas que les bons du Trésor américains. Là, je les comprends. Parce que de fait, quand vous achetez le Tether, vous financez l'économie américaine. Tether est devenu en 2024 le 7e acheteur de la dette américaine. Ok? Donc, vous financez la dette américaine quand vous achetez les stablecoins. C'est pour ça que Trump adore les stablecoins. Parce que Trump, comme tous les présidents américains, il a un souci fondamental, c'est de financer sa dette, qui continue à grandir. Hein. Ils vont atteindre les 40 000 milliards, mais ça ne veut plus rien dire. Et si les stablecoins peuvent lui acheter ses bons du Trésor, ce sera ses meilleurs amis, et c'est le cas. Donc il n'y a pas de dollar numérique américain, mais il y a même mieux pour Trump, il y a les stablecoins qui achètent la dette, et qui sont ses copains. Tether est un peu rebelle, mais globalement il est copain parce qu'il est en dollars américains, donc il achète des bons du Trésor américains, sachant que les bons du Trésor américains ont un rendement plus élevé que les bons du Trésor européens. Et c'est qui s'occupe de la maintenance des serveurs? C'est eux. C'est les Américains du coup? C'est les entreprises Tether, Circle et tout. C'est un système privé, hein. Donc vous êtes sur leur... En fait, non, leur système central est géré par eux. Mais après, ils utilisent les blockchains. Ce qui est important pour les émetteurs de stablecoins, c'est d'être présent sur le plus de blockchains possible. Parce que quand vous êtes sur une blockchain et que vous voulez vendre votre crypto-monnaie pour acheter un stablecoin, pour vous mettre à l'abri, il faut qu'elle soit disponible. Et donc, quand vous regardez les blockchains sur lesquelles sont disponibles les stablecoins, vous envoyez une liste phénoménale, genre 40 blockchains différentes. Ils veulent être partout. C'est juste des protocoles, c'est juste technique, hein, mais voilà. Et donc, leur fonctionnement est décentralisé, mais c'est émis par les sociétés centralisées. Donc, elles ont un intérêt fou à continuer leur business. Donc, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de souci, ça va continuer les stablecoins. Mais ça reste des entités centralisées américaines. Voilà. Bon, je passe sur l'or parce que j'ai un peu débordé sur le temps. Bon. Ce qui est important à se rappeler sur l'or, c'est que, bon, je pense que vous savez tous que c'est utilisé depuis des millénaires. Et ce qui est en fait important à comprendre pourquoi l'or c'est si important, c'est que même si vous mettez beaucoup de moyens, comme c'est le cas actuellement, avec des prix qui augmentent énormément, on n'arrive pas à émettre plus de 2% du stock existant d'or. C'est extrêmement difficile. Sachant que c'est de plus en plus difficile, puisque le stock d'or est de plus en plus gros. Donc émettre 2% d'un truc qui grossit, ça devient chaque année plus difficile. Et donc, naturellement, l'or a une inflation monétaire qui est basse. Et donc, vous ne pouvez pas le manipuler, enfin si, vous pouvez le manipuler en cachant des réserves, ce qui est possible. Ou en montant sur les cours, je ne sais quoi, mais en tout cas, physiquement, l'or, même l'argent, on arrive à émettre 10 à 15% d'argent par an, mais pas l'or. Et donc, ça nous donne un actif qui se prête extrêmement bien comme support monétaire, aussi parce que il est apprécié, il est beau, il est extrêmement fongible, et puis il ne se mélange pas avec le reste. Donc, en 1900, on avait pas moins de 50 pays sous étalon or, je vous en ai parlé tout à l'heure, et vous vous rendez compte qu'il fallait à l'époque 7,g d'or, c'est-à-dire un quart d'once, pour avoir une livre sterling en 1900. Combien vaut l'once d'or aujourd'hui? Il y a eu un nouveau record. Mais non, c'est plus que ça. 4009, bravo, en dollars. 4900 dollars. Aujourd'hui, nouveau record de l'or, mais bon, ça arrive très souvent. 4900 dollars pour une once. C'est combien une once? 31 grammes. Voilà, c'est bien. Donc on avait de l'or, vous le savez. Ça, c'est juste une courbe qui montre l'inflation monétaire de l'or. Donc vous voyez, il y a eu un pic en 1940 à 2,5%, mais vous voyez que très souvent, c'est en dessous des 2%. Hein, donc c'est ce que je vous ai dit dans le slide précédent. Et donc ça, c'était les pays qui étaient à l'étalon or dont je vous ai parlé tout à l'heure, sachant que la France a été le plus longtemps. On a été pendant un siècle à l'étalon or. Voilà. Et ça, c'est les crashs monétaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, entre le début de la fin des guerres napoléoniennes et la fin de l'étalon or. Les crashs monétaires pendant cette période-là. Voilà.
C'est assez impressionnant quand même, hein, la stabilité que ça nous a apporté. C'est pour ça que nos amis chinois et indiens en achètent beaucoup. C'est peut-être ce qu'ils veulent refaire. Ça aurait du sens. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Il y a stock limité d'or sur Terre quand même. Ah, très limité même. Mais c'est pas grave. Ça vaudra juste cher, c'est tout. Bah, ça vaut déjà cher. Bon, je passe parce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que le 19e siècle était un siècle très intéressant, avec beaucoup d'avancées, et avec les talents or généralisés. Et puis il y a eu 1914. Et là, ça a commencé avec le bazar. Progressivement, hein. Entre 1914 et 1971, ils ont progressivement abandonné l'or. Et donc on a eu les guerres, les crises, la crise de 29. Les raisons monétaires de la crise de 29, c'est très intéressant à regarder, c'est pas souvent évoqué. C'est à cause des Anglais et des Américains qui ont émis... c'est très intéressant. Et après, on a tout. On a la crise des années 80, 88, 87, 89, 87. On a la crise de 2008, et puis là, on continue à émettre comme des tarés. Monsieur ? Oui ? Je me fais une remarque là, comme ça au passage. C'est un truc que j'ai remarqué, en fait, c'est pas vraiment formel. Mais il y a eu chaque fois qu'il y a eu une grosse évolution technologique, ça s'est soldé à la fin par une guerre. Okay. Par exemple, on peut le voir, par exemple, au musée du CNAM à Paris. Ils ont fait à l'époque, d'avant la Révolution, ils avaient fait des machines, c'était d'orfèvrerie fait à la main, hein, des tours, enfin vraiment des outils incroyables. Ils n'avaient pas encore le moteur électrique. Le truc, c'est qu'il y a eu la Révolution. Ensuite, il y a eu notamment toute une évolution technologique, la guerre de 1870. Et ensuite, de 1870 à 1914, il y a eu toute l'évolution, notamment l'apparition de l'aviation. Donc nous, c'est Internet qui nous mène à la guerre. Et voilà, et donc, question, qu'est-ce qui va se passer dans pas longtemps, quoi. Bah, ça dépend un peu de nous, mais oui, c'est... Bon, je passe là-dessus pour aller à la fin. Vous voyez donc le cours de l'or, hein, je pense que vous êtes au courant. On voit à peine la montée à droite, mais elle est là. Et l'argent, c'est pareil. Ça a pris du retard, l'argent, mais voilà, vous avez vu qu'on a atteint presque les $100 pour l'once d'argent. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de cette monnaie? Le Monero? Un peu. Bon, je finis par le Monero parce que c'est une monnaie assez intéressante. Le Monero, c'est vraiment une monnaie qui veut être du cash numérique, c'est-à-dire avoir les mêmes propriétés d'anonymité, d'intraçabilité et de décentralisation que le cash. Monero a des points communs avec Bitcoin, c'est-à-dire que c'est une monnaie en preuve de travail avec une dépense d'énergie importante. C'est une blockchain décentralisée. C'est un projet qui est relativement ancien, parce que 2014, c'est la préhistoire pour les crypto-monnaies. Et c'est un code open source. Et ce qui distingue Monero de Bitcoin, c'est que il y a un système qui s'appelle Ring Signatures qui en fait rend les transactions intraçables. Si j'envoie de l'argent à vous, ça va passer par plein de nœuds et puis les montants vont être divisés, etc. Et donc ça va être extrêmement difficile de savoir à qui j'ai envoyé de l'argent. Donc le Monero est mis en avant par certaines personnes qui sont très attachées à la souveraineté monétaire parce que c'est encore entre guillemets Bitcoin, parce que Bitcoin est traçable. Si j'ai votre adresse publique de Bitcoin, je peux avoir toutes vos transactions. À partir du moment où j'ai votre adresse publique de Bitcoin, je sais tout ce que vous avez fait. Monero, c'est pas possible. Donc, vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais on a eu une explosion du cours de Monero ces dernières semaines. Il vivotait autour des $300, 400, et il est arrivé à 700 il y a même pas une semaine. Le Monero. Et c'est une monnaie en fait qui est... ouais, je vous montre déjà là, c'est marrant ça. Ça, c'est Sortie de Banque qui a créé un chèque Monero avec un QR code. On peut donner des Monero à quelqu'un. Et donc, c'est une monnaie qui se prête extrêmement bien à la souveraineté numérique. Et c'est pour ça en fait que Sortie de Banque met en avant à la fois le Bitcoin, pour ceux qui n'ont pas entendu parler du Monero, ont peur du Monero, ne savent pas ce que c'est et n'ont pas confiance, et le Monero. Donc moi, je pense que c'est une monnaie qui est intéressante à regarder, sachant que depuis 2014, elle fonctionne sans aucun problème. Voilà, donc si on compare Bitcoin et Monero,
comme je vous ai dit, donc c'est des projets éprouvés, etc. Une inflation très basse. L'inflation du Monero est fixée à 1% par an. Donc il n'y a pas de mystère. Elle n'a pas un plafond, il n'y a pas un nombre maximal de Monero, contrairement au Bitcoin, mais par contre, c'est l'inflation qui est toujours la même. POW, ça veut dire? POW, ça veut dire Proof of Work, ça veut dire preuve de travail. C'est-à-dire il faut donner de l'énergie pour participer au système. Donc en fait, voilà. Vous voyez, les premiers points sont identiques. L'inflation du Bitcoin est en dessous de 1%, l'inflation du Monero est fixée à 1%. Et la différence, elle est là. C'est que là, on peut voir tout, et là, c'est masqué chez Monero. Du coup, les gouvernements, à commencer par les États-Unis, soit tolèrent le Bitcoin, soit sont carrément en faveur. Vous savez qu'il y a le Salvador qui a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle. Alors que le Monero, les gouvernements n'aiment pas beaucoup parce que ce n'est pas traçable. Il y a des gouvernements qui essaient de l'interdire. Le Japon, par exemple. Voilà, donc je passe sur les avantages et risques parce que je pense que vous êtes conscients. Pour aller directement à la dernière partie, et comme je suis très en retard, je ne sais pas si mon interlocuteur est toujours là. On va voir. Et les risques que vous prenez, voilà. Quand on investit dans les monnaies numériques, on prend le risque de l'émetteur, on prend le risque du marché, la volatilité. Mais on prend aussi le risque de perdre ses codes d'accès si on utilise ce qu'on appelle self-custody en anglais, c'est-à-dire d'avoir la monnaie sur votre ordinateur ou alors sur un truc qui ressemble à une clé USB qu'on appelle un ledger ou quelque chose comme ça. Un cold wallet, voilà. Donc, soit vous laissez vos actifs sur des échanges ou sur des banques comme eToro ou comme Revolut. Dans ce cas-là, vous prenez entre guillemets le risque de la banque ou de l'exchange, et puis vous êtes dans la réglementation européenne. Soit vous les rapatriez vers votre propre solution à vous, mais du coup vous êtes livré à vous-même. C'est-à-dire si vous perdez vos codes ou je ne sais pas quoi, vous n'avez plus rien. Bon, c'est à vous, moi ça ne m'est pas arrivé, donc c'est à vous de vous organiser. Bon, moi j'utilise les deux parce que parfois c'est bien de passer par les échanges pour acheter, mais après je les envoie là. Voilà. Mais chacun son truc. Donc on a des risques de traçabilité et de blocage sur la plupart des crypto-monnaies, même si elles prétendent être décentralisées. Traçabilité, on a le risque sur Bitcoin si les gens connaissent votre adresse publique, c'est-à-dire votre numéro de compte. Blocage, non. Blocage, non. Sauf si un gouvernement... même la Chine n'est pas arrivée à vraiment bloquer Bitcoin, donc c'est quand même difficile à envisager. Après, on a nos amis qui nous... Ils n'en parlent pas trop. Donc, même Christine Lagarde, de temps en temps, elle dit qu'elle n'aime pas le Bitcoin, mais elle ne fait pas grand-chose contre, sauf au niveau fiscal. Et puis, il y a cette histoire de DAC 8 pour surveiller nos transactions. Donc, pour l'instant, ils surveillent. Si vous avez un gain de 100 000 € et que vous ne le déclarez pas, a priori, le fisc va vous tomber dessus. Mais bon, quelque part, c'est logique. Après, on a l'informatique quantique qui fait peser un risque. Donc l'informatique quantique, c'est une informatique qui est 1000 ou des millions de fois plus puissante que nos ordinateurs actuels. Vous avez entendu parler qu'il y a des enlèvements aussi. Donc si vous possédez plein de Bitcoin, Monero, je ne sais pas quoi, ne le dites pas. Hein. Et puis l'IA. Alors l'IA ne pose pas de risque de sécurité, mais l'IA pose juste un risque dans la mesure où il y a tellement d'investissements en énergie, en infrastructure, en matériel dans l'IA que ça finit par nuire en fait aux crypto-monnaies. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le cours du Bitcoin baisse. C'est-à-dire que les gens qui ont investi dans du matériel informatique et dans l'énergie se rendent compte que c'est plus rentable pour eux de l'investir dans l'IA que dans le Bitcoin. Et c'est pour ça que les crypto-monnaies sont en perte de vitesse. Mais d'un autre côté, les Américains sont toujours à fond dans les crypto-monnaies, le gouvernement, et aussi il y a beaucoup d'entreprises qui continuent à en acheter régulièrement. Donc je vous ai fait un petit tableau récapitulatif des supports numériques dont j'ai parlé, les espèces, le Bitcoin, Monero, les métaux précieux, les autres crypto-monnaies, l'euro numérique, les stablecoins, en fonction de ces critères-là. J'ai oublié d'amener une feuille. Je mettrai une feuille à la fin, mais de toute façon, on a vos adresses, que vous vous êtes inscrits, et je pourrais vous l'envoyer tout simplement. Dedans, il y a pas mal de liens à la fin, il y a ce tableau, et puis il y a mes contacts si vous voulez me poser des questions, ou alors contacter Sortie de Banque pour avoir des questions, pour avoir des informations. Sortie de Banque est là. Voilà, donc je vais voir si
J'ai un peu peur quand même parce que je suis en retard. Voilà. Au moins, c'est radical. Ouais. Je vais voir si Pierre est là, parce que je suis un peu en retard. Ouais. Ah, bon. Peut-être. Je lui écris. Bon, j'espère qu'il est là. Ouais, alors plusieurs solutions. Oui, partir, pardon. C'est une solution, hein? Allez, où? Où voulez-vous aller? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent quitter la France? Monsieur, est-ce que vous voulez nous en parler ou pas? Pour le moment, c'est un projet flou, et puis effectivement, la question majeure, c'est où? Ouais. Vous avez des idées? Oui. Vous voulez en parler ou c'est plutôt... Ouais, allez-y. J'ai un bon feeling sur l'Asie. Ouais. Hong Kong, la Chine. Ok. D'accord. Vous avez commencé à vous renseigner ou... D'accord. Oui, il y a le Cambodge aussi. Ouais. L'infrastructure bancaire. Mais l'Asie, effectivement, il y a plein d'options. On est soit très visible dans un système qui est totalitaire et qui est plutôt dangereux pour des gens de l'Ouest comme nous, ou se noyer dans un pays où effectivement on est totalement incognito parce qu'on est epsilon parmi la population dominante et on peut avoir une vie tranquille et parfaitement organisée à l'écart d'un système qui est de plus en plus punitif et confiscatoire. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ouais. Ça me parle. C'est fou, hein, parce que vous vous rendez compte le paradoxe auquel on arrive, c'est qu'on est tous patriotes et souverainistes, et qu'on est en train de penser à partir du... Ben oui. C'est-à-dire que la souveraineté, on a mis tellement de sauce qu'effectivement, on se retrouve coincé entre la souveraineté politique et la souveraineté individuelle en tant que citoyen de la Terre, et de se protéger soi d'une façon très individualiste pour pouvoir survivre. Il faut penser à soi au bout d'un moment. On est obligé. Bah bien sûr. Ouais. Vous, ce serait vous ou vous avez une troupe autour de vous? Non, pour l'instant, c'est moi. C'est vous? Et mon ombre. Moi, vous et votre ombre, d'accord. Elle vous suit. S'exporter quelque part dans un coin tranquille. Ok. C'est pas très friendly, non. Enfin, non, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de surveillance... Je vais voir si Pierre est là. C'est pour ça que j'ai commencé par une l'Asie. Et Hong Kong m'attire. Hong Kong m'attire beaucoup, et effectivement, Vietnam, Cambodge, Laos, Singapour. Singapour, c'est super surveillé. Plutôt Hong Kong que Singapour. Parce que c'est une place financière, et que c'est la prochaine place financière mondiale. Pierre, t'es là? De l'étranger. Il faut discuter. Ah, je suis content. Je vais voir si il faut que je te laisse pouvoir présenter. Regarde si tu peux présenter quelque chose. Ouais, j'arrive. Alors, on a Pierre, sortie de banque, qui va faire la fin de la présentation. Moi, j'ai à peu près fini. Et Pierre va vous présenter sortie de banque, tout simplement. Sortie de banque, c'est vraiment des solutions pratiques. Donc, il va vous montrer. Il faut que... Donc, regarde si tu peux présenter ta Pierre, sinon il faut que je l'autorise quelque part. Je suis en train de regarder. Ah, ben vous voyez la même chose que moi, je suis bête. Donc, je coupe ma caméra, Pierre, parce que tu n'en as pas besoin. Ah, quoique, je vais te montrer Juste le temps juste le temps que je mette... Je vais te montrer les gens, comme ça... Voilà. Oui. On est quoi, une vingtaine voilà. Super. J'espère que vous avez appris déjà beaucoup de choses avec l'aîné. Alors, bon, merci d'avoir attendu, Pierre. Je suis assez en retard. Il n'y a pas de souci, pas de souci. J'ai eu des questions intéressantes. Je sais que ça peut toujours dériver. Ouais. Bon, regarde si tu peux partager. Hop, alors je vais partager ça. Direct. Tu t'étais arrêté du coup, je suis sur... je suis arrêté à que faire, solution pratique. Ouais, okay. Partir. La première c'était partir et on en a parlé du coup. D'accord. Alors hop, j'essaie de... Enfin ça va marcher, hein, j'ai pas de soucis. Tac, fenêtre, présentation, paf. Voilà. Alors est-ce que j'ai un plein écran? Il faut que je... Voilà. Ouais, il a repris la mienne, mais après ça va être ses slides, je pense. Je vais essayer de te mettre en plein écran, Pierre. Je sais pas comment on fait, malheureusement. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, attends, moi je peux couper ma caméra si besoin. Je vais voir si je peux quand même. Non, je peux pas. Ouais.
Bon, on va faire comme ça, les amis, ok? Déjà, tu peux fermer en haut à droite. Vous voyez quand même un peu, ça va? Ça, là? Ouais, ok. Bon, c'est bien, là, ça va? Donc, la scène est à toi, Pierre, vas-y. Super, merci. Je fais brièvement parce que du coup, bon, j'ai quoi? J'ai 15 minutes max? À peu près. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Bravo d'être là parce que ça veut dire que le sujet est important, vous l'avez compris, et puis vous voulez passer à la suite, quoi, changer de paradigme. Et donc, moi, je vais mettre ma caméra juste rapidement. Je suis donc porte-parole de ce collectif Sortie de Banque qui est bénévole. Je ne gagne pas d'argent pour faire ça, donc je parle librement. Je ne suis pas franc-maçon, je ne suis pas tout type de choses. Je parle en tant que citoyen pour nous libérer, enfin moi personnellement, mais tout le monde ensemble. Et ça fait 3 ans et demi qu'on existe en tant que collectif informel. Et l'objectif, c'est de proposer des solutions très simples pour tous, de 18 à 99 ans, pour se sortir des banques et pour apprendre surtout concrètement à vivre sans banque, puisque aujourd'hui on a les moyens de le faire, même pour des gens qui ne sont pas du tout techniques ou geeks. Voilà. Donc c'est ça qu'on essaie de faire. Donc les solutions, vous en avez déjà parlé de pas mal, j'imagine. Donc pour moi, j'ai pas grand chose à apporter sur les métaux précieux. Alors c'est très important les métaux précieux, mais je veux dire, à part vous dire que ça s'achète dans un bureau de change argent et or, qui va vous demander une identité, et que si vous voulez pas trop d'identité, vous pouvez en acheter des pièces sur le Bon Coin. Je vais pas pouvoir vous dire grand chose de plus. Vous en avez sûrement déjà parlé, je sais pas. En tout cas, voilà, des petites pièces d'argent, des francs semeuses, c'est très courant sur le Bon Coin. Ça coûte pas très cher et c'est envisageable comme monnaie d'échange en cas de rupture internet. Voilà. Mais c'est pas pratique parce que il faut avoir une caisse de change pour le commerçant. Donc ça veut dire que lui doit investir financièrement dans une caisse de pièces d'argent au départ dans son commerce. Et donc c'est assez très engageant, disons, puis il peut se faire voler, ben voilà, il y a plein de petits soucis avec, mais c'est décentralisé quelque part, hein, parce qu'il n'y a pas d'émission unique à un endroit, c'est millénaire, et ça ne dépend pas d'Internet, donc c'est quand même pas mal. Et puis ça prend beaucoup moins d'inflation qu'une monnaie fiat. D'ailleurs le cours, je crois, il s'envole pas mal, je ne sais pas si vous n'avez pas. Donc voilà, donc, les métaux précieux, super, mais avec des inconvénients. Je ne connais aucun commerce actuellement en France qui accepte l'or ou l'argent comme pièce, mais on pourrait l'envisager en cas de dégénérescence un peu plus économique. Voilà, les monnaies étrangères, bon, je pense que tu connais plus que moi, Aîné, moi je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais c'est vrai que c'est une solution qui permet d'éviter de dépendre que de l'euro, la banque centrale. Et puis ensuite, donc, Bitcoin Monero. Et donc, l'idée, nous, avec le collectif, on a vraiment un critère qui est absolument crucial et qu'on répète tout le temps, jusqu'à plus soif, c'est intraçabilité par défaut. Parce que c'est ça qui vous permet de garder les mêmes propriétés que les espèces. Et c'est ce qui vous permet aussi de préserver votre anonymat, mais surtout votre vie privée, mais aussi votre sécurité. Plus ça va aller, plus les gens vont chercher à voler aux gens qui ont plus d'argent que d'autres, et la vie privée va devenir de plus en plus fondamentale. Et en fait, sur toutes les cryptos qui existent, donc il y en a, on va dire 10 000, il n'y en a que 5, 6 qui sont intraçables par défaut, c'est-à-dire que si j'envoie à Aîné 10 € en Monero, il n'y a pas de trace publique, c'est-à-dire que personne ne peut consulter ce qui s'est passé. Bitcoin est la crypto-monnaie historique, mais elle a la propriété malheureusement heureusement et malheureusement, elle est très traçable. Donc si j'ai l'adresse Bitcoin de Aîné, je peux voir ce qu'il y a sur le compte de Aîné. Donc ça a des avantages au début pour l'adoption, pour qu'on ait confiance, mais à l'usage à l'échelle nationale, ça a créé des problèmes. Donc c'est pour ça qu'on pousse vraiment le fait de retrouver la propriété du cash, mais sur quelque chose en ligne décentralisé. Ça s'appelle Monero. Voilà. Et puis, donc ça se débloque beaucoup. Il y a une carte sur notre site qui s'appelle bank-exit.org, bank-exit.org. Donc c'est une carte open source qui est libre, hein. Les données ne nous appartiennent pas, on les met juste en avant, on les retravaille un peu. Et vous pouvez dessus trouver
tous les commerces qui acceptent et Bitcoin et Monero, et June aussi, c'est pour ceux qui connaissent la monnaie de June. Voilà, on a essayé vraiment de mettre toutes les forces ensemble. Et donc vous avez des boulangers, vous avez un dentiste, vous avez un médecin du côté de Marseille, vous avez un boucher, vous avez des fermes. Voilà, ça se démocratise de plus en plus, il y a à peu près 300 commerces en France. Et donc voilà, ça arrive de plus en plus, et 20 000 dans le monde. Donc si vous voulez, on est en retard en France au regard du nombre de personnes qui possèdent de la crypto-monnaie, puisqu'il y a 6 millions de Français à peu près qui possèdent, même d'ailleurs c'est le dernier chiffre est beaucoup plus gros, qui possèdent de la crypto-monnaie, et il n'y a que 300 commerces. Donc vous voyez la différence énorme entre les citoyens et les commerçants. Voilà. Et donc il y en a de plus en plus. Donc ça, vous pouvez aller les voir, dépenser chez eux, etc. C'est des gens super, ils sont courageux, qui font cet effort de dire j'ai... Vous voulez poser une question? Oui, je voulais poser une question. Ouais. Excusez-moi, Oui. concrètement, ça se passe comment par exemple? On va dans un commerce Oui. et on veut le payer en Monero par exemple. Oui. Il faut passer avec son téléphone par Revolut, c'est ça ou... Alors non, du coup, je vais vous montrer rapidement, je pourrais pas faire un vrai atelier parce que ça prendrait, enfin normalement c'est sur 1 heure quoi, mais je vous montre juste à quoi ça ressemble. Hop. Je sais pas si vous allez voir sur l'écran. Voilà. Tac. Est-ce que ça c'est mieux? Non. Pas rentrer non plus. Hop, voilà. Et donc vous avez une application qui s'appelle Cake Wallet, C-A-K-E Wallet. Donc le portefeuille gâteau.com. Cette application est open source et libre. On pourra vous en mettre le lien, je ne sais plus s'il est dans la présentation. Et c'est la plus simple à trouver et open source pour pouvoir échanger de l'argent entre nous, mais qui n'est vraiment aucun point centralisé. Pas de banque, pas de point de fragilité. Juste une chose. Il m'entend là? Oui, Ouais. il y a Georges qui Alors, veut. un truc pour. Mais ça, c'est vraiment un truc. Hein, je fais un aparté complet. Si vous voulez passer montrer votre écran de téléphone, si vous avez un téléphone Android, vous avez un logiciel qui s'appelle TeamViewer. Vous mettez TeamViewer, vous pouvez vérifier, avoir l'écran Android et l'afficher comme Ah oui. sur la carte. Voilà. Yes, merci, oui, effectivement, il faudrait qu'on fasse ça, j'avoue, on l'a pas trop fait. Ah si, on faisait avec une petite appli pour mettre sur un onglet. Ouais. Là, j'ai pas beaucoup le temps de vous montrer, mais voilà, l'application s'appelle Cake Wallet, et l'objectif, c'est vraiment, vous allez très bêtement voir le commerçant, vous lui dites, j'aimerais régler en Bitcoin ou en Monero, c'est très proche les deux, mais il y a une grosse propriété en différence quand même. Et puis, en fait, lui, il appuie sur le bouton recevoir, donc ce qui fait une sorte de QR ou une adresse, voilà, j'appuie dessus, une sorte de QR mais qui n'est pas lié à son identité et qui est changeable quand il en veut en fait. Ça c'est si vous êtes en face de lui, et si vous êtes à distance, il vous envoie son adresse de réception, une sorte de RIB Monero, mais complètement décentralisé. Donc si la BCE n'est pas d'accord, si Christine Lagarde n'est pas d'accord, eh bien ça ne change rien, ça paiera quand même. Voilà. Et donc, ça c'est les commerces, et avec les commerces il faut aussi un terreau local et des terrains, et donc on a lancé des groupes locaux que on vous invite à rejoindre. C'est vraiment, l'initiative est transpartisane, c'est pas lié à un parti politique en général, mais par contre tous les partis politiques sont les bienvenus, gauche, droite, au bas, peu importe. Et donc il y en a partout en France, donc c'est sur le site pareilbank-exit.org. Je vous invite à les rejoindre. Et puis s'il n'y a pas de groupe dans là où vous êtes, eh bien signalez-vous tout simplement sur Telegram et vous dites j'aimerais créer à telle ville et on crée ensemble. Voilà. Donc voilà. Et donc pour l'achat, alors concrètement, donc pour payer c'est très facile, c'est envoyer recevoir, c'est beaucoup plus simple qu'un virement à l'époque où il n'y a pas de personne qui va vous valider ou pas votre virement. Donc vous pouvez envoyer concrètement aujourd'hui, là maintenant, à Aîné, je peux lui envoyer entre 1 centime et 1 milliard d'euros équivalents en Monero ou Bitcoin sans avoir de limite. Il n'y a pas voilà, c'est la liberté, c'est une vraie liberté, c'est incroyable d'ailleurs, c'est un grand pouvoir. Et ça marche très très bien. Voilà. Donc pour en acheter, là l'idée c'est pas du conseil en investissement, c'est vraiment juste un moyen d'échange. Si vous voulez vous enrichir et que vous avez beaucoup d'argent, c'est une autre partie. Vous pouvez voir avec des conseillers en investissement
Voilà. Moi, je suis juste là pour dire, avec un petit montant, par exemple 10, 20, 50, 100 euros en Bitcoin Monero, pas plus. L'idée, c'est juste d'apprendre à utiliser ce système qui, vous allez voir, c'est très facile en fait, et avec notamment cette application, et vous amuser avec les voisins là pendant cet événement, ou bien plus tard chez vous, ou à distance, parce que vous pouvez envoyer par Telegram, par SMS, ce que vous voulez. Vous amuser un petit peu avec, vous apprivoiser le truc, et c'est tout en fait. Et au bout de 2-3 mois, vous direz, mais en fait, c'était une évidence, pourquoi on n'a pas fait partout en fait, en France? Bon, la raison, c'est que les banques n'ont pas trop intérêt à le pousser, et l'État non plus, donc forcément, c'est un peu plus lent, ça se fait que de citoyen en citoyen. Pierre, j'ai une personne qui a une question. Ouais. Oui, quand on achète sur BIM, d'une certaine façon, eh bien on va prendre depuis un compte en banque classique, on va déposer sur l'IBAN de BIM Finance. BIM Finance, aujourd'hui, ils ne sont pas obligés, avec le DAC8 notamment, de dire ah ben, monsieur, vous avez fait un mouvement entre ce compte-là de la banque et le compte dont vous m'avez fourni l'adresse. C'est-à-dire que ça, c'est bien une traçabilité malgré tout. Tout à fait, tout à fait. Bonne question. Alors, pour clarifier les choses, donc BIM, c'est la solution la plus simple pour démarrer et en même temps qui préserve le mieux l'anonymat. C'est un peu le meilleur équilibre qu'on a aujourd'hui. Ça varie tous les ans, ça change. C'est pas la plus privée, puisqu'effectivement, comme tu le dis, il y a un moment, il y a un virement d'un compte bancaire à un autre. Donc, a priori, eux, ils ne transmettent pas, parce qu'ils ne sont même pas en juridiction France. Donc, déjà, de base, ils ne transmettent pas. Maintenant, si l'État demande, pour X raison, ils disent qu'il y a une enquête ou quoi, ils vont transmettre. Mais ce qu'il faut bien distinguer, c'est le fait que, éventuellement, l'État puisse avoir l'info, dans ce cas-là, du fait que vous en avez acheté. Et une fois que vous l'avez acheté, il n'y a plus aucune trace. C'est vous qui... Voilà, c'est vous qui... en fait, ça renverse complètement le rapport de force, c'est qu'au lieu d'être tout le temps soumis au bon vouloir d'une banque qui dit non mais ça, vous n'avez pas les papiers, ce que machin, là c'est l'inverse. C'est vous qui décidez vous-même, est-ce que vous voulez donner les infos à un État, à une banque. Et ça, c'est un grand pouvoir. Et ce qui n'empêche pas, par exemple dans l'autre cas, si vous êtes accusé de faire des malfaçons ou des choses pas bien avec votre argent, et bien dans l'autre sens, vous pouvez dire, ben non, regardez, j'ai l'historique sur mon application, et moi, j'ai acheté du pain, des trucs normaux, quoi. J'ai pas fait de mauvaises choses. Donc, en ce sens, Bitcoin Monero sont mieux que le cash parce qu'on peut quand même prouver notre bonne foi, si on veut. Ce qui était difficile avec le cash. Donc, voilà. Donc, c'était un aparté, mais tout ça pour dire que si vous voulez encore plus d'anonymat, eh bien, il y a des solutions entre particuliers, une sorte de Le Bon Coin pour Bitcoin Monero. Et en fait, par exemple, Aîné a 100 euros en Monero, il veut les revendre pour X raison. Moi, j'en cherche 100 euros. On fait un deal et comme sur Le Bon Coin, en fait, on s'échange de la valeur. Et là, même si ça passe par un compte bancaire, Aîné n'est pas référencé comme une banque crypto. Donc, en fait, personne n'est au courant. Et si vous voulez aller encore plus loin, on peut échanger en cash physiquement lors d'un événement comme ceci ou dans un groupe local, par exemple. Voilà. Donc, il y a une palette de possibilités. BIM est le plus simple pour démarrer. Voilà. En fait, il y aura dans ce cas-là effectivement un point à point, donc entre deux comptes qui effectivement ne sont pas déclarés, n'ont pas d'IBAN, ont simplement une adresse qui est dans les terres. Par contre, à un moment où on veut rentrer ou sortir en fiat, on sera obligé d'être tracé. Oui, mais dès que vous passez par votre compte en banque, il y a des traces. On a encore besoin de l'euro pour acheter la plupart des choses. Voilà. Tout à fait. Tant que justement, et c'est l'objectif de cette carte, tant qu'il n'y a pas suffisamment de commerce en physique et en ligne, et qu'on ne peut pas en vivre quasiment normalement, il faut encore un peu d'euros. Mais par contre, aujourd'hui, il y en a suffisamment pour que vous n'ayez plus jamais besoin de passer ce que vous avez en Monero en euros. Vous pourrez rapidement et facilement les dépenser dans suffisamment de choses. Comme je vous disais, voilà, il y a des choses en ligne, vous pouvez acheter de la viande en ligne, vous pouvez acheter, il y a des graines en ligne, du savon, voilà, il y a suffisamment de choses, des VPN, cartes SIM, site web, voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc, si vous avez 1000 euros en Monero, a priori, vous aurez aujourd'hui plus jamais besoin de les passer en euros. Et c'est ça l'objectif d'ailleurs. Ok. Il y a des employeurs qui commencent à verser des salaires en Monero ou en Bitcoin d'ailleurs ou pas? En Bitcoin, oui, ça se fait. Ça se fait plutôt, donc voilà, les employeurs, ils vont plutôt faire Bitcoin et après le particulier fait sa tambouille de son côté. S'il veut convertir, il convertit. Ça prend 3 minutes de passer de l'un à l'autre.
Donc ça se fait. Vous avez le droit à... Alors c'est quoi? Le minimum, c'est un SMIC en euros, et tout le reste au-dessus, si vous avez la chance d'avoir plus qu'un SMIC, peut être versé en crypto-monnaie, enfin autre chose que l'euro. Et le meilleur cas, c'est quand vous êtes freelance ou indépendant ou entrepreneur, vous pouvez tout simplement faire une facture, vous émettez la facture, vous mettez le montant en euros, et vous dites règlement possible en Bitcoin ou Monero, et en fait là c'est absolument 100% qui peut être payé directement. Donc au moment où vous payez, l'application est bien faite, vous mettez le montant euro, et ça vous fait l'équivalent, et ça part vraiment en Monero pur ou en Bitcoin pur, et l'autre reçoit ça. Il n'y a pas eu d'intermédiaire centralisé, et c'est le premier pas vers la liberté. Moi, j'ai bossé pour Ledger en 2023, j'étais payé en Ether. J'ai fait une facture en euros, mais ils m'ont payé en Ether. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est mieux c'est plus facile d'être indépendant ou entrepreneur pour faire ça, ouais. Parce que sinon, je vous disais, il y a un minimum, je crois, légal d'avoir des euros. Ouais. Mais discutez-en avec votre patron si vous en avez un. Et puis sinon, il y a des solutions. Quand c'est une pension, il y a une solution, mais qui est un peu plus compliquée. C'est une entreprise qui propose des IBAN, des RIB. Donc comme si vous aviez un compte bancaire, donc vous ouvrez le compte chez eux, mais en fait derrière c'est pas une banque. Tous les fonds qui arrivent en euros sur ce RIB sont automatiquement convertis en crypto. Voilà, donc il faut un peu plus de gymnastique, mais sachez que ça existe, donc même pour des personnes retraitées, eh bien, vous pouvez vous faire verser 100%. Alors, je ne sais pas si on peut choisir le pourcentage, mais 100% en tout cas en crypto. Et donc vous changez de paradigme, et à ce moment-là, en permanence, pendant le mois, vous cherchez à dépenser vos cryptos plutôt qu'en acheter. C'est assez marrant. Voilà, sachez que ça existe. Voilà, donc l'application s'appelle Cake Wallet. Vous pouvez la télécharger, le tuto est sur sortie de banque ou sur le site Enebetra. Ouais, j'ai les flyers et j'ai les liens dans la présentation. Super, magnifique, merci. Et donc voilà, je vous laisserai, il y avait vraiment les deux tutos pour créer portefeuille en 10 minutes chrono et acheter en 10 minutes chrono, et vous serez autonome. Voilà, il y a tout dedans. Que vous dire d'autre sur ça? Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ce qui va être important, c'est que, comme vous voyez, pour l'instant, on est quand même de plus en plus nombreux, mais sur l'échelle de la France, localement, vous avez potentiellement pas beaucoup de commerces qui vous intéressent à proximité. Donc, ce qu'on est en train de lancer, qui va arriver, ça va pré-lancer là la semaine prochaine et public dans la foulée, c'est l'épicerie libre, ou plus généralement libre market. Et libre market, le concept, c'est simplement, vous avez quelque chose à vendre, que ce soit de votre potager, de votre maison, débarras ou pas, vous le posez dessus et les gens peuvent vous acheter, mais cette fois-ci se faire livrer. Donc ça marche partout en France. Donc si vous êtes à Brest et que vous voulez acheter des bonbons qui sont fabriqués à Nice, eh bien vous pouvez vous faire livrer de manière anonyme. Et comme ça va résoudre le problème d'œufs et de poules entre nombre de commerçants, nombre de clients, etc. Voilà. Donc si vous produisez quelque chose de vos mains ou de votre cerveau, des services, eh bien vous pouvez les mettre sur cette plateforme, et à partir de là, on va vraiment créer une nouvelle économie légale et alternative, pacifique, pour dire en gros vos systèmes ils sont ce qu'ils sont, la grande distribution, bref la corruption un peu généralisée, et nous on va faire quelque chose de très simple qui met en avant plutôt les petits producteurs, voire les citoyens qui produisent des choses, et c'est comme ça qu'on va s'en sortir par le bas. Voilà. C'est un sel en fait, c'est comme les systèmes d'échange locaux, c'est ça, c'est le même principe. J'ai pas entendu? C'est le même principe que les sels. Oui, mais au niveau national, donc c'est plus une monnaie locale. Mais tout à fait, c'est très proche, et d'ailleurs on a invité la monnaie locale lors de notre première assemblée à Montpellier, et c'est complémentaire effectivement les monnaies locales, mais c'est beaucoup moins résilient parce que si Macron descend de son trône et dit en fait les associations de monnaie locale on n'en veut plus, et bien c'est très facile de frapper à la porte de l'assaut et de tout fermer. Donc c'est complémentaire, très, très bien, parce que les sels, ils ont facilement une adoption auprès des commerces locaux, et nous on a une moins bonne adoption, par contre on a une plus grande résilience, donc voilà, il faut mixer un peu les deux. Et on peut court-circuiter la TVA par ce biais? Alors moi je suis un bon citoyen, je ne dis pas de le faire, maintenant vous êtes grand. Voilà. Il y a un monsieur qui a une question, Pierre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils reprennent le contrôle après, une fois que ce sera développé, et que finalement ça accélère l'euro numérique?
Oui, il parle du risque qu'ils reprennent le contrôle, mais bon, de Monero, ils ne peuvent pas prendre le contrôle de Monero. Non, c'est compliqué pour le cas de Monero. Je dis pas que c'est infaillible, hein. De toute façon, je travaille pas pour eux, hein. Je sais pas ce que sera l'avenir. Ce que je peux juste vous dire, c'est historiquement, donc Monero il a 10 ans, ils ont à peu près tout testé dessus. Ils n'ont jamais réussi à l'arrêter, mais ils ont vraiment un peu tout testé dans le sens où ils l'ont interdit, enfin bon, ils l'ont banni sous pression des grandes banques crypto, Coinbase, Binance, tout ça. Ils ont créé un faux Monero, ils ont essayé de le faire monter avec des influenceurs, ça a échoué. C'était quoi? C'était le Zcash? Zcash, ouais, Zcash. Ah, d'accord. Qui était traçable par défaut, donc il n'avait pas la propriété qui nous concerne, dont on a besoin. Ils ont essayé d'offrir quand même 625 000 $, le fisc américain, pour celui qui arriverait à craquer Monero, ils n'ont pas réussi. Donc voilà, ils ont mis les moyens quand même. Ils s'en sortent pas. Je dis pas que ça tiendra, je sais pas, mais en tout cas ça tient bien depuis 10 ans. Et le cours monte du coup, puisque les gens se rendent compte que c'est quand même costaud et que c'est beaucoup utilisé en ligne aussi. Et dans le cas de Bitcoin, ils n'arrivent pas à mettre vraiment la main dessus, dans le sens changer le code. Ils ne peuvent pas changer le code, c'est trop réparti, il y a des milliers de nœuds dans le monde entier. Mais ils ont trouvé des moyens, justement à cause du KYC, donc KYC, donc le fait de demander des papiers d'identité pour en acheter ou en vendre. Et bien à cause de ça, comme c'est traçable, si vous combinez l'achat qui est tracé avec une carte d'identité, et bien en fait vous pouvez suivre ce qui se passe. Et à partir de là, il y a des grosses boîtes comme BlackRock, tous ces trucs-là, qui ont commencé à essayer de confiner un peu Bitcoin. Ils ne le maîtrisent pas, mais ils le confinent le mieux qu'ils peuvent pour essayer de le faire re-rentrer dans un système bancaire classique. En fait, c'est ça concrètement ce qu'ils veulent. Enfin. Donc Monero est plutôt le vilain petit canard à ce sujet-là. Et c'est très bien, ça veut dire que ça va durer encore un peu, j'espère. Voilà. Donc si vous avez dernière question. Pierre, tu es ouvert aux questions, c'est ça? Oui, je suis ouvert aux questions, voilà. Merci de votre attention. Merci Pierre. Est-ce que vous avez des questions, madame? Est-ce qu'il y a une quantité limitée qui va être mise comme pour le Bitcoin? Est-ce que ça marche pareil? Oui, c'est très proche. C'est une monnaie très dure et rare, au sens si on la compare à l'euro par exemple. La différence, elle a un tout petit peu plus d'inflation Monero que Bitcoin parce qu'ils ont défini que chaque année il y a 1% d'émissions monétaires fixes. Alors que dans le cas de Bitcoin, ça tend vers 0, donc son cours vraiment tend vers l'infini. Dans le cas de Monero, ça tend vers tout le temps 1%, pour justement que le réseau soit un minimum rémunéré, le réseau des gens qui font le minage, je ne rentre pas dans les détails. Et également, ça permet que si quelqu'un a été arrivé dans les tout premiers, et que Monero, imaginez, il dure 50 ans ou 100 ans, eh bien, les tout premiers seront un peu moins avantagés que dans le cas de Bitcoin. Voilà. Ouais, ok. C'est 1%. 1%. Donc ça va, par rapport à l'euro ou au dollar ou autre, qui en réalité, je pense qu'ils sont à bien plus que 2 ou 3%. Ouais, ils sont à 5 Entre 5 et 10, je pense. Je pense, ouais. Vous avez d'autres questions pour Pierre? Oui. Quand on entend que la Chine bloque telle application, l'Iran bloque telle application, ils ne peuvent pas bloquer justement les transactions ou reconnaître, sans arriver à la lire, mais reconnaître que ce truc qui passe, ça correspond à Monero, et donc en gros informatiquement nous bloquer, quoi. Alors, c'est possible quand vous êtes en cas classique, si vous êtes sur le web classique. Ce qui se passe dans ces cas-là, souvent, c'est que soit le projet qui est encore à taille humaine, j'ai envie de dire, enfin peut-être pas, non, il n'est pas à taille humaine non plus, mais il est assez agile, la communauté Monero est assez agile. Donc ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'ils offusquent les paquets qui sont envoyés sur Internet, et donc ça devient difficilement détectable. Et si ça, c'est pas possible, ou que ça se fait quand même avoir, et bien tout simplement les gens passent par Tor, le fameux navigateur, le protocole, qui permet une sorte de VPN décentralisé, Tor, TOR. Et là, à ce moment-là, vraiment, c'est très chiffré et c'est indétectable. Alors, c'est un peu plus compliqué à utiliser, mais par exemple, dans l'application Kekolet, vous pouvez activer Tor, choisir des nœuds, donc des nœuds décentralisés qui sont Tor. Et donc là, à ce moment-là, il n'y a pas d'adresse IP qui circule, on ne peut pas reconnaître.
Ok. Juste une autre info, désolé. Vous prenez brave.com, le navigateur, et lui, on voit directement faire du temps. Yes. Voilà, mais ça c'est plus les cas, c'est bien de se préparer à ça, de savoir que ça existe, et c'est une bonne question d'anticiper toujours, mais pour l'instant on n'est pas à ce niveau de répression, voilà, tout simplement. Et donc l'objectif, pour juste terminer, c'est que d'avoir suffisamment de commerces, donc là il y en a 60-70 en Monero, il faut qu'on passe la barre des 300 pour avoir atteint la masse critique qui fait que même s'ils essayent d'interdire, de bloquer, de tracer de trucs, ça sera trop compliqué pour eux, ils n'auront pas les moyens, déjà que l'État est en faillite, entre guillemets, et bien ils n'auront pas les moyens de gérer ça et on gagnera. Voilà, tout ça. Alors, dans ce que vous avez dit, il y a la question de l'échange et il y a aussi la question de la sauvegarde. Autrement dit, comment protéger son épargne de ponctions éventuelles, etc. Donc, est-ce que Monero conviendrait comme solution de sauvegarde de l'épargne, comme l'or ou l'argent, ou une alternative comme ça? Alors, je ne peux pas faire de conseil en investissement, et je ne me lis pas l'avenir non plus, j'ai aucun moyen de savoir ce qui va se passer. Donc, en fait, la seule règle connue, c'est de diversifier, quoi, hein. Est-ce que Monero va être un moment considéré comme réserve de valeur? Je ne sais pas. Peut-être que ça commence à le devenir. Dans le cas de Bitcoin, historiquement, ça fait 15 ans, les gens, mondialement, il y a bien l'idée de vraiment l'or digital et réserve de valeur. Historiquement, c'était plus Bitcoin. Est-ce que Monero le deviendra? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut diversifier et statistiquement, en revanche, par rapport à l'euro, que ce soit l'or, l'argent, le bitcoin ou Monero, statistiquement, dans le temps, vous êtes gagnant. Parce que, mais je ne sais pas quelle année, mais ce que je veux dire, c'est que l'euro fond et le reste flotte un peu, quoi. Donc, forcément, dans le temps, on a plutôt tendance à être gagnant, sans certitude. Dans le cas de Bitcoin, historiquement, Bitcoin a doublé tous les ans, chaque année, pendant 10 ans. C'est pour vous donner la croissance du truc. Parce que, simplement, ils ne font pas alors que l'euro fond. Est-ce que vous connaissez le code wallet Tangem? Ouais. Est-ce qu'il y a un piège ou non? Alors, le piège, c'est qu'il faut surtout que ce soit open source 100%, parce que sinon, il y a toujours une entreprise qui vient se faufiler et vous bloquer un moment, soit à cause de l'État ou autre chose. Et du coup, c'est plutôt pas une bonne idée. Nous, ce qu'on dit pour le stockage, c'est très bête. D'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer puisque j'en ai là. C'est ça. Vous allez chez Bricomarché ou vous achetez en ligne des plaques métal. Voilà, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous allez voir à l'écran. Ouais. Ouais, vous voyez bien. Je vais vous montrer. Voilà. Tac. Donc, c'est des plaques métal. Vous pouvez soit les couper vous-même, soit les acheter en ligne. C'est moins cher si vous les coupez vous-même. Sur de l'acier ou si possible des trucs un peu costauds. Et vous gravez vous-même avec un tournevis, un couteau, un poinçon, vous gravez les mots-clés qui vont être générés par l'application. Comme si vous graviez votre mot de passe, on va dire. Et ça, c'est super robuste. Aucun état peut vous bloquer. Ça résiste à la corrosion, ça résiste au temps, ça résiste au feu. Et ça résiste au vol si vous faites des copies partielles, bon, vous verrez sur le site. Et donc c'est ça, nous, dont on parle. Pas grand monde en parle, mais parce que voilà, ça rapporte pas d'argent forcément à une entreprise. Et au pire, sinon, si vous voulez vraiment une petite clé électronique, donc qui peut rouiller, qui peut machin, tout ça, les petites clés, c'est Bitbox 02 qui est 100% open source, ou bien, je sais plus le deuxième, il y en a une autre, 100% open source. Et voilà, c'est ça qui est important parce que sinon, imaginez l'État dit c'est interdit ou machin, et bien l'entreprise va devoir se soumettre et elle va vous bloquer l'accès à vos fonds. Donc ça, c'est toujours à éviter. Voilà. Et on a cru comprendre que les clés Ledger, justement, il y avait eu peut-être des accointances avec certains, avec des backdoors qui auraient été intégrés dans les dernières versions logicielles. Alors ça, on peut pas, je sais pas, j'ai pas d'infos, peut-être que tu en as plus que moi, mais ce que je sais, c'est que c'est source fermée et que s'ils disent tel crypto on n'en veut plus, ou bien il faut montrer son passeport à chaque fois que vous voulez payer un truc, par exemple, et bien le logiciel étant fermé, vous serez juste dépendant et vous serez soumis à leur bon vouloir.
Donc vraiment, Ledger à éviter. C'est dommage parce que c'était français. Mais voilà. Ils vont se lancer en bourse. Ah ouais, en plus. Ouais. Mais si vous voulez devenir fabricant, c'est une idée, ça, vous voulez devenir fabricant de plaques métal, vous faites ça, vous avez un petit garage et vous les faites à la chaîne et vous les vendez sur Libre Market, vous deviendrez peut-être la nouvelle licorne française crypto. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Bon, bah, on va te libérer, Pierre, hein, en te remerciant. Merci à vous. Merci à toi. Bravo aussi pour toi, ce que tu fais. Et puis bonne continuation avec les questions. Enfin, je sais pas ce que vous allez faire après. Ouais, bah, il y a un peu à manger, les bouquins, puis on est une 25, je crois, un truc comme ça. Ah, on est au chaud, en tout cas. Hein? Ils ont mis le chauffage à fond. Mais ouais, je te remercie, Pierre, et puis on verra enfin, le 8 février si tu peux venir aussi en ligne à Paris, ce sera bien. Ouais, avec grand plaisir. Merci à toi et excellent week-end à tout le monde. Salut, Pierre. Salut. Voilà, bah merci à vous d'avoir été très interactif. Moi, j'aime beaucoup, donc j'ai aucun souci que ça déborde si on est interactif, parce que je suis là pour vous. Hein. Donc, ouais, bah moi je suis encore là. Hein. Donc, ouvrir la discussion. En disant que les Allemands ne voulaient pas de l'euro numérique, ça veut bien croire. C'est vrai aussi pour Merck? Alors, j'ai pas entendu Merck parler de beaucoup de l'euro numérique. Il s'intéresse beaucoup au Groenland. Le Groenland, même pas d'ailleurs. Il s'intéresse beaucoup au Mercosur et à l'Ukraine. Voilà. Et il y a l'industrie de l'armement allemande qui est en train de devenir le truc. Et moi, je vois de la pub pour la Bundeswehr et ça me dérange. Mais je sais pas, j'ai pas été regarder sa position sur l'euro numérique. C'est pas un pion de l'UE qui... Bien sûr que c'est un pion de Merck. Je pense que là, c'est clair. Donc il va aller dans le sens. Oui, non, mais je pense qu'il faut faire aucune confiance à Merck. Je pense que c'est clair. Il n'est pas très populaire de toute façon, mais bon, ça ne les empêche pas de rester. Je ne l'ai pas entendu s'exprimer là-dessus. C'est pas un sujet. C'est pour ça que je suis content de faire ces conférences aussi, parce que c'est pas un sujet dont on parle autant que le Groenland, le Venezuela, l'Ukraine, le Mercosur, qui sont importants, hein, évidemment. Mais la monnaie, je suis content de temps en temps d'en reparler. J'ai été invité 2 fois aux assises d'Arras, parce que c'est important, et parce qu'ils avancent aussi dans ce domaine. Donc, je suis avec des gens qui sont conscients de ce qui se passe, généralement, donc c'est votre cas, donc ça c'est déjà un premier acquis. Et après, si les conférences, ça permet de discuter, d'en trouver une nouvelle solution, tant mieux. C'est pour ça que j'ai invité Pierre, parce qu'il est intéressant. Et donc, je vous ai amené les flyers avec tous les liens, et je vous les enverrai aussi de manière électronique. Monsieur. Qu'est-ce qu'il faut penser du franc libre qui avait été lancé par Alexandre J'ai pas suivi, donc je peux pas. Vous avez des infos, si vous avez probablement plus d'infos que moi. Je pense que ça a floppé, on n'en parle plus, mais ouais. Est-ce que ça pourrait marcher si ça avait été mieux lancé? C'est possible, mais s'attaquer frontalement à la monnaie en créant une soi-même, c'est suicidaire. Parce que s'il y a bien un truc qu'ils ne nous laisseront pas faire, c'est ça. Ce qu'on fait, c'est de manière détournée en utilisant des monnaies qui existent déjà et qui ont fait leurs preuves. Et je pense que c'est une bonne approche. Et le but, c'est pas d'investir des milliers d'euros là-dedans, c'est pas forcément même de dépenser cet argent régulièrement, c'est de vous y mettre si ça vous intéresse, avec 100 balles. Parce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on n'a pas besoin du Monero ou du Bitcoin, sauf éventuellement si on veut investir. On est content de nos solutions de paiement, mais on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc pour moi, c'est des solutions qui sont facile à comprendre puisque je suis dans la crypto depuis longtemps. Pour vous, c'est peut-être pas le cas. C'est pour ça qu'on essaie de vous mâcher le travail avec tous ces liens, avec le Cake Wallet. C'est vrai que c'est pas long à faire. Et avec le BIM, vous faites un virement et vous avez votre Monero. Peut-être que ça ne servira jamais. Mais on ne sait pas. Et si vous vous êtes mis là-dedans, et si ça vous plaît, peut-être que vous allez augmenter votre investissement, peut-être que vous allez acheter des choses sur le libre marché. Ou peut-être que vos 100 euros, dans 5 ans, ils vaudront 200 euros, vous n'y aurez pas touché, et puis c'est pas grave. Mais vous aurez essayé. Monsieur ? De monnaie, justement, il y a
c'est marrant, c'est l'Eusko. C'est quoi? L'Eusko. L'Eusko. C'est une monnaie qui est valable dans le Pays Basque. Ah oui, l'Eusko, pardon. Oui. Oui, il y a des monnaies locales en France. Hein. J'en connais pas 250, mais il y en a aussi en Normandie. Je sais qu'il y en a au UK aussi. C'est toléré. C'est un peu comme le Monero en fait. C'est toléré parce que c'est pas assez important pour qu'ils mettent les doigts dedans. Et comme ils sont nuls, ils auraient besoin de McKinsey pour leur expliquer ce qui se passe et pour mettre en place je ne sais quelle solution pour nous empêcher. Et c'est notre chance en fait. Notre chance, c'est qu'on peut encore se réunir, on peut encore dire des choses hostiles au gouvernement, à la BCE, on peut communiquer en ligne et on peut investir tout à fait légalement dans ces monnaies. Investir, c'est pas investir, c'est acheter ces monnaies, se créer un wallet. Vous pouvez faire ça là, si ça vous amuse, ou demain, avec ça. Donc on peut le faire. Et peut-être que si en 2029, ils ont vraiment mis leur euro numérique en place avec une vraie surveillance et voire des blocages, on sera content d'avoir un système alternatif. Là, c'est vraiment l'idée, c'est comme si on distribuait un journal clandestin pendant la Résistance, où on émettait sur une fréquence radio pas utilisée par les collabos. C'est un peu ce qu'on fait là. On ne sait pas si ça va servir, mais si ça sert, on sera content de l'avoir fait. Monsieur? Parce que j'ai cru comprendre que les données locales, pour qu'elles soient tolérées, il faut qu'elles déposent... Il faut un collatéral. À la banque, ouais. un montant équivalent, ou en tout cas un taux de change équivalent. Mais le Monero, c'est pas le cas. Non, le Monero, c'est pas le cas, ni le Bitcoin. Mais ça, je trouve que c'est logique, par contre, parce que sinon, moi, je pourrais créer une monnaie locale et émettre 1 million d'équivalents euros, et ce serait cool pour moi. Il faut avoir dans les coffres, c'est pour ça que les stablecoins sont la même chose, je trouve que c'est logique. Monero et Bitcoin, c'est une autre, comme toutes les autres crypto-monnaies, hors stablecoin d'ailleurs, hein, c'est une autre logique. C'est un système, si vous voulez participer au système, vous devez acheter l'unité du système. Si vous voulez y participer techniquement, vous êtes rétribué dans l'unité du système, vous entrez dans un système, et il se trouve que l'unité de ce système est devenue un outil monétaire. Bon, ça a toujours été le but de Bitcoin et de Monero, donc ils ne s'en cachent pas. Mais la plupart des autres crypto-monnaies, leur but premier, en théorie, n'est pas d'être une monnaie. Leur but, c'est d'être, par exemple, un cloud décentralisé, ou le Facebook de demain, ou le YouTube de demain. Il y a plein de modèles, en fait. Si vous connaissez Ethereum ou Solana, leur but, c'est pas être une monnaie. Non. Donc... il y a une quinzaine d'années, si mes souvenirs sont bons, il y avait un système d'échange local en Ariège qui était extrêmement efficace, ouais. Qui avait commencé à prospérer allègrement, et qui a été dissous parce que justement, ils ne payaient plus de TVA, en fait. Oui, oui. Là-dessus qui se sont fait avoir. Je suis assez sûr que si ça prend de l'ampleur, ils nous mettront des gros bâtons dans les roues. Ouais. Parce qu'on n'a même pas besoin de la BCE, on a la Banque de France directement. On a encore la Banque de France. Hein. Donc, ils peuvent nous casser... Oui, mais... Enfin... Ouais. L'euro, en fait, hein, c'est une monnaie commune, hein, comme Asselineau l'explique, c'est pas une monnaie unique. Hein. Donc, on y a l'euro français. Il se trouve que l'euro français vaut exactement un euro belge ou un euro slovène. Mais théoriquement, c'est des monnaies différentes. D'ailleurs, ils ont la face qui est différente. Et donc, et c'est pour ça qu'on continue à fabriquer je me demande s'il n'y en a pas à Pessac. Il y a, il y a, je crois, à côté de Clermont-Ferrand aussi, ils font des billets, je pense. Donc, on a toujours ce savoir-faire à fabriquer la fausse monnaie et on continue à le faire. Monsieur ? Cet été, Monero a eu très très chaud par une petite crypto sous-côté parmi des extrémistes bitcoiners qui s'appelle Cubic. Ouais. Qui s'est fait quand même frôler la taxe 51% qui aurait potentiellement détruit Monero. Ouais. Là, c'est Monero qui serait tombé à $0. Ah, ça, je savais pas, c'est intéressant. Sachant que la prochaine cible sera le Doge. Ouais. Bon, le Doge, c'est pas grave, on peut le perdre. Alors, ça, on s'en fout. Oui. Et ça sera très bon pour. C'est la monnaie d'Elon Musk. Pas que. Pas que. C'est la monnaie d'Internet. Du coup, si Monero tombait à 0, Zencash était fake, Clock est devenu rien du tout, que restera-t-il aux monnaies anonymes? Oh, il restera pas grand-chose. Post-Tornado Cash. Ouais. Il restera pas grand-chose. Hein. Ouais. Mais bon, c'est toujours pareil, hein, on ne connaît pas l'avenir et tout investissement est un risque. Si vous restez dans l'euro, bah, vous êtes mangé par l'inflation monétaire de l'euro, qui est un peu indolore. On a, enfin, sur ce ça dépend. principe-là, Monero n'est pas un stockage de valeur, mais je vais dépenser en toute oui, c'est ça. C'est vraiment un système parallèle de la monnaie.
Ouais, c'est un système parallèle de la monnaie. Vous pouvez aussi utiliser une autre idée qui est d'avoir des cartes crypto où les cartes sont branchées directement à votre compte crypto. Quand vous payez, le commerçant reçoit des euros, mais celui qui opère la carte crypto convertit vos cryptos quand vous payez en euros. Il y a comment? Moi, je connais crypto.com. Les émetteurs sont des émetteurs de cartes ouais. et de comptes associés d'ailleurs. Ça avance, hein. Ouais. Qui effectivement soit arrondissent au centime ou à l'euro supérieur et réinvestissent automatiquement dans une crypto Ouais. En fonction Du cashback. Alors non, pas en cashback. Non. On arrondit supérieur. Ah oui, d'accord. Et qui injecte dans un compte crypto, par exemple. Ah oui, alors c'est autre chose, mais d'accord. C'est sous-côté, mais sur Revolut, il y a aussi l'arrondi crypto avec levier de 1 à 10. Ah oui. Typiquement, j'ai l'habitude de dire, quand je prends une canette au boulot, ce qui n'est pas bon vu mon nombre de kilos superflus, quand je prends une canette au travail, j'investis 4 euros en bitcoin. La canette vaut 60 centimes. Ah ouais. Arrondi au-dessus, c'est donc 40 centimes. 40 centimes réglés dans Revolut avec un arrondi x 10, ça fait donc 4 euros. Ah d'accord. Je prends une canette au travail, on ne m'offre pas 4 euros en bitcoin, je place 4 euros en bitcoin, et que mon compte Revolut se baisse étonnamment très vite. Oui, bah oui. Mais voilà, il est facile comme ça et indolore. Ça vous motive à acheter des canettes. Fiscalement, bon courage pour déclarer votre taxe à 31,4 avec vos arrondis canettes, mais... Bah vous avez un relevé de tout ce que vous avez investi. Une déclaration, de toute façon, le 1er janvier, ils le font tout seul. Oui, oui. Mais en soi, ça peut être C'est cool. un moyen rigolo pour les gens qui veulent investir en crypto de manière totalement transparente avec une deuxième carte bleue, de dire, quand je vais acheter ma baguette de pain, mon arrondi est placé avec un levier de 1 à 10 en bitcoin. Bon, moi je parlais de cartes de crédit qui vous permettent, qui vont acheter avec une carte de crédit normale en fait. Il y a plusieurs gens qui font ça et voilà. Monsieur, après on va passer au victuailles. Ouais. Celui qui veut partir, il dit tiens, je vais mettre tout en Monero par exemple, Ouais. je vais de l'autre côté, Ouais. et je transfère tout dans la... Oui. Les autres pays l'acceptent. Bah, de toute façon, vous passez par un exchange quand vous faites ça en général. Vous vous inscrivez, vous allez vous installer, j'en sais rien, mais en Colombie. Vous allez vous installer, il y a des exchanges en Colombie, vous vous mettez dedans, et après vous transférez vos Monero sur l'exchange en Colombie, et l'exchange en Colombie va vous créditer votre compte en peso colombien. Ou alors vous avez une carte de crédit locale, j'en sais rien, mais c'est un bon moyen de transférer de l'argent, les crypto-monnaies aussi. Hein. Ce que je vous ai montré avec les stablecoins tout à l'heure, si on accepte le fait que c'est des sociétés centralisées et qu'on contribue à la dette américaine, c'est aussi relativement pratique si vous avez, je sais pas, la famille ou des amis qui habitent au Honduras ou je sais pas quoi. Vous avez vu le transfert, hein, c'est 3 centimes, 17 secondes. Voilà, et Western Union, je vous fais pas un dessin, ou les banques même. Donc, c'est un peu un bouleversement même de l'industrie bancaire en tant que telle. Et l'industrie bancaire utilise la blockchain. C'est un peu comme le fait que quand vous passez des appels, ils passent sur Internet et votre opérateur téléphonique ne vous le dit pas parce que ça lui coûte beaucoup moins cher. La banque utilise la blockchain mais elle ne vous le dit pas. Hein. Donc c'est pareil. Voilà. Et vous pouvez le faire vous-même. Je pourrais vous demander ce que vous pensez comment vous voyez l'avenir concernant l'euro? Comment vous voyez les choses? Moi, la seule chose que je vois dans l'euro, c'est qu'une continuation de la fuite en avant. Tant qu'ils ne vont pas réformer le système, et ils ne le réformeront jamais, jusqu'à ce qu'il explose, ils vont continuer à émettre de la monnaie, on va continuer à s'endetter, et puis les gouvernements vont continuer à ne pas se réformer, surtout le nôtre. Et nos petits marquis vont continuer à rester en place, parce qu'il y a tous les médias, il y a toute la justice qui est avec eux, et on voit bien, hein, il leur arrive jamais rien. C'est bizarre, hein, Sur du court terme, quand même, ça peut pas tenir. Bah, c'est ce qu'on dit toujours, mais ça continue. Quand vous voyez le cataclysme de la crise 2008, elle a déjà 16 ans, elle a 17 ans. Et la crise 2008, et ils sont toujours là, mais la machine continue à grossir. C'est vraiment la fuite en avant. Et les États-Unis, on compare parfois le service de la dette américain et leurs dépenses militaires. Et il y a une loi de Ferguson qui dit que les dépenses, à partir du moment où les dépenses militaires sont inférieures au service de la dette, la nation est en faillite. Et c'est pour ça aussi peut-être que Trump va augmenter les dépenses militaires pour rester au-dessus du service de la dette qui a dépassé les 1 000 milliards de dollars par an. Donc malheureusement, je pense que ces gens-là ont tellement intérêt à ce que ça continue qu'ils vont trouver je ne sais quelle solution pour que ça continue, mais je ne sais pas encore quoi. Et tant
tant qu'on ne réagit pas de manière un peu plus musclée que ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est pas facile parce que quand vous allez voter, vous avez quoi? Vous avez les FI, le RN, le PS, les Républicains et les macronistes et les écologistes.